Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain, je tiens à souhaiter la bienvenue à notre dernière visioconférence au titre de l'année 2021, tout d'abord à nos conférenciers, ainsi qu'aux intervenants et au public proche et lointain. La thématique proposée, la fuite des cerveaux, le cas du Maroc, constitue une préoccupation d'enjeu national que nous avons partagée depuis quelque temps déjà. Notre centre avait initialement prévu d'organiser un débat sur ce thème à l'instigation de M. Montasser Fassiferi, avec lequel nous avions échangé à plusieurs reprises sur cette problématique. C'est avant l'éruption de la pandémie et des nouveaux défis sociétaux qu'elle a déclenchés. Dans le contexte actuel, la question n'a rien perdu de sa pertinence, bien au contraire. Je suis particulièrement reconnaissante à M. Montasser Fassiferi, très engagé dans la direction d'entreprise, d'avoir relancé le débat et d'en avoir sans doute élargi les perspectives. M. Fassiferi nous a déjà fait l'honneur d'animer l'une de nos visioconférences le 3 septembre 2010 sur le rapport au travail à l'aune de l'actuelle crise sanitaire mondiale. La vidéo et les textes relatifs à cette conférence sont en libre accès sur notre site web. Pour traiter du thème de ce jour, j'ai le plaisir de saluer la participation de M. Najib El-Karkouri, directeur de l'école Hassania des travaux publics à Casablanca depuis novembre 2020. M. El-Karkouri est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État, d'un master en management stratégique et d'un certificat en analyse des systèmes d'information. Il a occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Équipement, dont il a été le directeur des systèmes d'information. En tant que directeur d'une haute école, il est particulièrement préoccupé de l'avenir de ses étudiants et de leurs engagements en tant que jeunes cadres au service du développement du Maroc. En concertation avec M. Fassiferi, nous avons tenu à solliciter les témoignages de cadres marocains à l'extérieur du Maroc. Nous avons pu associer à notre débat Monsieur le professeur Guevara Noubir, très investi dans l'enseignement et la recherche, spécialiste reconnu en cybersécurité à l'Université de Boston. Il avait apporté une contribution originale à notre visioconférence du 10 décembre 2020 qui portait sur la sphère du numérique, promesses et menaces, le meilleur et le pire des mondes possibles. Enfin, M. Hichem Kchous est ingénieur civil, diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, chef de projet depuis quelques années dans une grande société de génie civil en Suisse. Il est aussi un membre actif de l'Association des cadres d'origine marocaine en Suisse, dont il est actuellement le directeur, le président. Il a répondu très spontanément à notre invitation de fournir son témoignage en tant que jeune cadre marocain actif à l'étranger. Son association s'est montrée aussi très active récemment en présentant une note substantielle destinée à la commission spéciale pour un nouveau modèle de développement. Sans doute, M. Hichem Kchous nous fera part des propositions et revendications présentées par son association au nom de centaines de cadres consultés, et cela afin d'associer de manière constructive les Marocains du monde au développement de la société marocaine dans son ensemble. Dans notre esprit et en fonction des objectifs de notre centre, de nourrir les débats et les échanges sur les enjeux essentiels de notre époque et plus particulièrement de notre pays, il est important d'apporter un éclairage un éclairage documenté, critique et constructif sur la fuite des cerveaux. C'est un phénomène mondial, notamment dans l'ère des mobilités individuelles et collectives.
les pays les plus avancés sur le plan scientifique et technique ont favorisé, avec des moyens considérables, les échanges entre chercheurs et centres de recherche. Certes, les États-Unis sont encore et toujours la destination la plus recherchée par les scientifiques hautement qualifiés ou qui recherchent une performance personnelle par leur engagement outre-Atlantique. Les va-et-vient entre l'Europe et l'Amérique du Nord sont salués même si l'on en déplore le déséquilibre. En revanche, dans les pays moins développés et moins dotés en infrastructures de recherche et d'innovation technologique, les échanges sont plutôt à sens unique. On y déplore le non-retour de milieux de cadres, de chercheurs et d'experts qualifiés qui apportent leur contribution au fonctionnement et au développement de nombreux secteurs d'activité des sociétés développées. Autrement dit, s'il y a des effets néfastes du départ à l'étranger de milliers de jeunes diplômés, il y a aussi des aspects positifs à prendre en considération. En effet, par exemple, dans le cas de Marocains engagés à l'étranger, la reconnaissance de leur qualité, de leur expertise, voire de leur excellence, procure à notre pays une réputation très flatteuse. Elle apporte une crédibilité aux partenaires possibles et souhaités entre les pays de résidence des cadres marocains et le Maroc. Sans doute, les autorités n'attachent pas suffisamment d'importance à la mobilisation possible et souvent souhaitée des Marocains du monde en vue de projets concrets à mettre en œuvre dans notre pays. Un état des lieux devrait être établi et entretenu sur les potentialités qu'offrent les Marocains du monde, bien au-delà des transferts financiers des RME, même s'ils constituent une manne financière régulière qui ne devrait pas se transformer en coussin de paresse. C'est dire que par rapport à ces enjeux, nos intervenants auront sans aucun doute des avis, des informations et des témoignages intéressants et fondés. Avant d'ouvrir le débat, je tiens à remercier très chaleureusement nos intervenants pour leur engagement à nos côtés et pour débattre en toute liberté des défis majeurs que doit s'assumer notre pays. J'invite les auditeurs auxquels je souhaite la bienvenue de Genève par voie virtuelle à s'exprimer en adressant leurs questions et leurs commentaires par des messages sur notre plateforme. Pour l'organisation de cette visioconférence, je tiens à remercier très vivement notre collaboratrice scientifique, Madame Maha Stellat. Elle a mis en place la plateforme qui nous permet de nous entretenir à distance et qui gère le déroulement de la présente séance. Je vous souhaite des échanges enrichissants, empreints d'amitié et de solidarité. Maintenant, je passe la parole à M. Montassir Fassiferi, qui pourra aussi présider et animer la séance. À vous la parole. Merci, Madame Moazzali, pour cette brillante introduction. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui à cette nouvelle conférence du Centre Feu Mohamed Hassan Ouazzani. Je tiens à remercier tout particulièrement ce centre qui nous permet à chaque fois d'avoir des tribunes de choix pour exprimer nos avis les uns et les autres sur des sujets majeurs, des sujets d'intérêt qui répondent le plus souvent aux préoccupations de la société marocaine. Aujourd'hui, le sujet que nous allons débattre, c'est la fuite des cerveaux. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps et qui continue à le faire. Aujourd'hui, nous allons essayer, parce que c'est un sujet aux multiples facettes, et c'est pour cela qu'autour de la table, nous avons des intervenants d'horizons différents qui vont chacun à son tour donner un avis selon à chacun à travers son prisme. Donc, nous avons des intervenants du milieu de l'administration, du milieu académique, mais aussi de l'entreprise et des intervenants aussi de l'autre côté, en milieu universitaire, en entreprise, dans les pays à l'étranger. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision 360 degrés de cette problématique qui est complexe. Donc, aujourd'hui, nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ce sujet.
et débattre, l'objectif étant d'apporter une pierre à l'édifice voilà, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, la fuite des cerveaux, à travers cette conférence, avant de commencer donc à débattre, d'aller dans le détail et de parler de solutions, etc., nous allons déjà commencer par un peu démystifier ce concept fuite des cerveaux. De quoi parlons-nous? Parce qu'on remarque souvent que c'est un terme qui est utilisé parfois de manière abusive, subjective aussi. Donc, nous allons essayer déjà de nous mettre d'accord sur le concept. Quand on parle de fuite des cerveaux, nous parlons de quoi? Voilà. C'est quoi une fuite? C'est quoi les cerveaux? De quel cerveau il s'agit? Est-ce que c'est un secteur en particulier? Est-ce que c'est global? Et c'est quoi? Donc, ce serait donc un premier point, disons, introductif dont nous allons essayer de débattre. Puis, après cette précision, nous allons voir un peu quels sont les enjeux liés à ce phénomène. Donc, quand je dis les enjeux, donc voilà, qu'est-ce que ça peut apporter au Maroc, mais aussi où ça peut faire mal, parce que voilà, c'est pour ça qu'on parle d'enjeux. Cette fuite des cerveaux, est-ce qu'elle fait mal? Si oui, dans quel secteur et comment? Et est-ce qu'elle apporte aussi du positif? De quelle manière? Après avoir parlé des enjeux, nous allons tenter d'aller un peu dans les causes à l'origine de ce phénomène, avant de finir sur les solutions proposées à chaque niveau par les uns et les autres. Voilà, donc sans plus tarder, on ouvre le débat un peu déjà sur ce concept de fuite des cerveaux. C'est quoi? Voilà, peut-être monsieur Guevara. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, fuite des cerveaux? De quoi on parle? Pour vous, est-ce que tout le monde, toute personne qui est dans un flux migratoire est concernée, ou bien est-ce qu'il y a une population plus particulière? Et voilà. Tout d'abord, merci pour l'opportunité de participer. Tout d'abord, je dois juste souligner que je ne me considère pas être un spécialiste de ce problème qui est très complexe. Donc, mes propos sont plutôt basés sur mon expérience personnelle, qui est un seul cas, et puis des observations, un petit effort de réflexion. Et aussi, avant, Madame Ouazzani m'avait demandé de faire un petit témoignage. Donc, je vais juste rappeler un peu mon parcours personnel pour donner un peu le contexte. Donc, je suis né à Rabat et puis étudié à l'école Bellevue, puis après collège Imam Bukhari, lycée Moulay Youssef, après à Casablanca, Ibn Tufayl qui n'existe plus, Waha, Moulay Idriss, et puis Mohamed V pour les classes préparatoires, après l'ENSIMAG en France à Grenoble, et puis le PFL, et quelques années dans le domaine de la recherche, et puis depuis 20 ans, je suis professeur à Northeastern University en informatique. Donc, c'est juste pour donner un peu le contexte d'où je viens, ce prisme que j'ai, et aussi un hommage aux écoles publiques, à tous les professeurs qui m'ont enseigné. Par rapport au sujet de la fuite des cerveaux, je pense d'abord, il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite. On dit mot fuite, ça veut dire qu'on fuit quelque chose de négatif ou qu'on perçoit à ce moment-là comme étant négatif. Donc, c'est forcément quelque chose qui n'est pas désirable de toute façon, en mettant de toute façon ce terme fuite. Et je pense qu'on va y retourner un peu plus en détail si on parle des causes et tout ça. Mais il y a d'autres composantes qui sont importantes. Il y a le fait, l'attraction qu'exercent d'autres pays ou organisations. Donc, en fait, on pourrait voir ça comme une compétition entre organisations, entre pays à attirer les compétences. Et de mon expérience des États-Unis, en fait, historiquement, les États-Unis ont beaucoup bénéficié, et depuis très longtemps. Enfin, les années 30 du XXe siècle, les cas très connus, Einstein, Fermi, von Neumann, qui sont mais il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup moins connus, qui ont participé à ce que les États-Unis sont aujourd'hui. Et les États-Unis, d'après ce que j'ai vu, investissent en fait de façon explicite comment attirer les compétences, ce que peut-être d'autres pays ne font vraiment pas. Et ça parce qu'ils ont vu le résultat de ça. Ce mois, décembre, il y a un appel du National Science Foundation
pour financer des projets pour étudier la question des scientifiques et ingénieurs nés à l'étranger. Donc, c'est un financement de 5 millions de dollars pour comprendre. Et donc, c'est en parlant de fuite, mais en fait, de l'autre côté, il y a peut-être dans certains pays une action explicite pour attirer les gens. Pour revenir un peu à ce que vous avez dit, M. Fassigoni, c'est un problème, la perte de compétences, c'est un problème multidimensionnel, plusieurs facettes, et on pourrait dire que ça se produit quand une entité a investi des ressources pour former une personne et qui les perd d'une certaine manière. Et le problème, à mon avis, il devient grave quand il n'y a pas d'équilibre, quand en fait, il n'y a que de la perte et il n'y a pas de gain. Et on pourrait voir ça former un universitaire, un ingénieur ou un chercheur et le perdre vers un autre pays ou une autre région. Aux États-Unis, en fait, il y a aussi le problème entre États. Le milieu des États-Unis se vide et les gens partent vers la côte est, la côte ouest. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est étudié parce que ce n'est pas sain pour une société de perdre, et même de façon régionale, de perdre des connaissances, des compétences. Il y a l'aspect, les docteurs qu'on forme, et ça parce que mon background, c'est la recherche et en tant que prof universitaire, les docteurs qui partent vers des entreprises, mais après qui ne travaillent pas sur des problèmes où vraiment ils ont été formés, et il y a plusieurs choses à discuter là-dedans, mais ça aussi, c'est une adéquation, ce n'est pas bien. Après, il y a aussi une autre facette, les docteurs ingénieurs qui ont été formés qui ont beaucoup de compétences, mais aujourd'hui, on remarque qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas en fait sur des problèmes d'intérêt pour la société. On regarde Google, Facebook qui engagent chaque année des milliers de docteurs, mais en fait, quand on regarde Google et Facebook, leur raison d'être, c'est en quelque sorte automatiser la manipulation des gens. Donc, ce n'est pas forcément bien. Après, il y a aussi quand on perd des gens des sciences dures vers des études de court terme et tout ça. Donc, mais pour revenir au problème de peut-être le Maroc, on pourrait se dire, ma connaissance est un peu limitée, je dirais, là-dedans, on forme des lycéens qui partent à l'étranger, mais qui ne reviennent pas, ou bien des universitaires, des ingénieurs qui partent à l'étranger, là non plus ne reviennent pas. Et ce n'est pas un problème que du Maroc. Mon expérience, j'ai vu en fait des Français, des Suisses, des Allemands. J'ai fait mon doctorat à l'EPFL, mon directeur de thèse était suisse, et je me rappelle qu'il m'avait parlé de d'un de ses étudiants qui était très bien, qui était parti à Columbia et à Berkeley, et qui en fait retourné plus tard, et aujourd'hui c'est le président de l'EPFL. Donc, on voit qu'en fait, cette perte, ça existe un peu partout, mais certains pays, on remarque un peu par rapport à la Chine, de plus en plus de gens retournent en Chine. Donc, juste retourner sur le problème, à mon avis, c'est que quand il n'y a pas d'équilibre, on forme des gens, ils partent, ils bénéficient à d'autres endroits, et puis il n'y a pas cet équilibre. Le fait que les gens, à mon avis, voyagent, la science n'a pas de frontières, c'est quelque chose de très bien, mais il faut qu'il y ait un équilibre, et le manque d'équilibre, c'est peut-être le problème principal. Donc, voilà. Très bien, Monsieur Guevara. Effectivement, le terme fuite est un peu péjoratif. C'est pour ça que personnellement, je préfère parler de migration, c'est un flux migratoire, ou plutôt exode migration, c'est un peu plus objectif. Bien sûr, bon, quand on parle le terme fuite, ouais, c'est une migration, mais qui se fait toujours je parle en termes de développement économique et humain, qui se fait toujours d'un pays moins développé vers un pays développé. Généralement, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on parle de fuite, parce que c'est un exode ou une migration du moins vers le plus en termes de développement économique. Je parle bien sûr sur ce plan-là. Donc, j'invite messieurs Gsous et Karkouri, le terme cerveau, avant de passer aux aspects un peu plus sur les causes, conséquences de ce phénomène. J'aimerais bien que vous me donniez un peu, parce que souvent il y a de l'abus. Quand on parle de cerveau, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous mettrez, comment vous qualifierez un cerveau?
Merci, c'est Montasser. Tout d'abord, je remercie tous les organisateurs de cette visioconférence de m'avoir associé à ce riche débat autour d'une problématique qui est très intéressante et à mon sens pas très alarmante. En fait, il s'agit d'un phénomène qui est très vieux et qui touche des jeunes cadres qui veulent booster leur carrière. Au Maroc, si on parle de la migration ou de l'exode des cerveaux, on ne peut pas inclure, par exemple, l'exode des techniciens ou de la main-d'œuvre non qualifiée. Au Maroc, il s'agit de l'exode des médecins, des professeurs-chercheurs, des ingénieurs, des financiers. Et c'est très lié à l'offre et à la demande. C'est comme le commerce international. Au niveau marocain, il faut le prendre d'un point de vue optimiste parce que c'est un bon signe pour notre enseignement. Ça témoigne que la qualité de l'enseignement supérieur au niveau marocain est très bien et que nos lauréats disposent de compétences à la pointe et qui sont opérationnels dès leur diplomation. Et c'est vrai, d'un autre côté, c'est un mauvais signe qui prouve que nos entreprises ne sont pas assez attractives et que leur GRH mérite d'être vraiment mis à plat et modernisé. Donc, à mon sens, moi aussi, j'aimerais bien ne pas parler de la fuite des cerveaux, mais plutôt de la mobilité internationale. À l'ère de la mondialisation, c'est vraiment une mobilité des cadres. D'ailleurs, au niveau académique, on encourage cette mobilité internationale grâce au programme de double diplomation entre les écoles d'ingénieurs et les universités. Donc, avec cette perception, je pense qu'on peut aborder le problème d'un point de vue très optimiste, en cherchant à la fois à résoudre nos problèmes et à tirer profit d'une situation qui peut facilement jouer en faveur de l'économie nationale en attirant nos expatriés et de bénéficier de leur retour d'expérience ailleurs. Merci, c'est fantastique. Bien. Monsieur Lissous, peut-être? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, on vous entend. Déjà, merci à Madame Ouazeni pour l'invitation et puis pour tout le travail remarquable qu'elle fait. C'est un plaisir d'être avec vous donc, ce soir. Je ferai peut-être un petit retour sur mon parcours personnel et sur mes activités associatives, peut-être sur le prochain volet, comme ça on n'alourdit pas les discussions sur un seul thème. Moi, en ce qui me concerne, après, c'est un avis un peu personnel qui est en partie aussi partagé par les membres de notre association. En fait, pour moi, il faut distinguer deux phénomènes différents. Il y a un phénomène que je qualifierais plutôt de mobilité pour études. Donc, il s'inscrit parfaitement dans tout ce qui vient d'être dit. Donc, on parle d'échanges scientifiques, d'échanges académiques, etc. Il y a des Marocains qui partent à l'étranger pour étudier, ce qui n'est pas plus mal au final aussi pour le Maroc, parce qu'au final, il n'y aurait pas suffisamment d'universités au Maroc pour former autant de personnes, parce qu'il y a une grande partie des Marocains qui sont formés à l'étranger, notamment en France. Donc, tout ça, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Donc, là, on parle de mobilité pour études. Il y a des gens qui partent étudier, qui reviennent aussitôt. Il y en a d'autres qui restent quelques années, qui reviennent faire profiter au Maroc de leur expérience professionnelle et de leur formation. À noter qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui a 50% composé de personnes qui ont une expérience internationale. Donc, il ne faut pas réfléchir à cette fuite des cerveaux uniquement dans un seul sens. Il y en a beaucoup qui reviennent et qui font beaucoup de bien au Maroc en étant sur place, sans parler de ceux qui restent à l'étranger. Et peut-être qu'on en parlera dans un deuxième temps, qui, grâce à leur réseau, grâce à leurs compétences, à travers un partage d'expertise, grâce à des transferts d'argent, font aussi beaucoup de bien à l'économie nationale. Maintenant, en ce qui concerne la fuite des cerveaux à proprement dit, pour moi, ça concerne des personnes qualifiées au sens large du terme. Ça peut être des gens qui ont un bac+2 comme un bac+5, ce qui est des secteurs stratégiques, peut-être l'informatique. Une personne qui a un bac+2, si à un moment on prend 70% des gens qualifiés en tant que technicien informatique dans un domaine d'avenir, donc on parle d'intelligence artificielle, etc., si 70% des gens partent à l'étranger pour de meilleures conditions de vie ou autres, il y a un phénomène de fuite de cerveau.
Donc, ça peut toucher, c'est difficile de définir qu'est-ce qu'un cerveau, mais moi, je dirais que c'est une personne qualifiée. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, il y a un problème important au Maroc qui existait dans une moindre mesure avant, parce que cette fuite de cerveau, elle existait, mais elle n'était pas si impactante. C'était plutôt une mobilité pour études avant ou une fuite de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, je prends un seul exemple pour illustrer mes propos. Il y a l'NCIS au Maroc, qui est une école très réputée à l'échelle locale, mais aussi internationale. Il y a des chiffres qui disent que 80% des diplômés de l'NCIS partent à l'étranger. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très inquiétant quand on voit ce genre de chiffres qui commencent à sortir dans les statistiques marocaines. Et je pense qu'il y a un vrai sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment avec des Français qui commencent à délivrer, mettre des packages de visas simplifiés pour attirer ce genre de qualifications. Effectivement. Effectivement, Monsieur Rissos. Donc, pour ce premier point, donc, on a essayé un peu de démystifier ce concept. Et là, je suis d'accord avec Messieurs Rissos et Mkharkouri par rapport effectivement, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire, aujourd'hui, au temps de la mondialisation, surtout qu'on est au paroxysme de la globalisation, l'interdépendance des économies, la standardisation aussi des comportements, avec tout le web et tous les canaux, nouveaux canaux de communication. Donc, on a ce que j'appelle un lissage du comportement, l'interdépendance des économies, la mondialisation. Donc, on a un marché mondial aujourd'hui. C'est normal qu'on puisse dire que c'est un peu naturel. Donc, c'est pas finalement, c'est une sorte d'osmose, vous voyez, sur le plan chimique, un peu, voilà, c'est toujours, il y a un marché mondial et forcément, ces ressources humaines sont libres d'aller là où il y a, là où il y a de l'intérêt. Je parle de l'intérêt avec un grand I, pas uniquement l'intérêt financier, on va en parler tout à l'heure. Effectivement, pour un petit complément par rapport à ce qu'a dit M. Exos par rapport au cerveau, pour moi, je qualifierais un cerveau, c'est quelqu'un, donc c'est une ressource humaine qui a une forte valeur ajoutée pour le développement de son pays. Quand je dis forte valeur ajoutée, c'est cette capacité créative, une capacité de travail, mais aussi une capacité, je dirais, de financement aussi, d'investissement. Parce que parfois, vous avez des gens qui ont des capacités pour investir dans leur pays, qui vont ailleurs. On peut qualifier ça de cerveau aussi par extension. Et développement du pays sur le plan social et économique. Parce que souvent, on se limite à la fuite des cerveaux, on dit que ça va faire mal à l'économie, etc., les entreprises qui perdent des ressources, mais aussi sur le plan social. Parfois, nous avons des acteurs associatifs, nous avons dans des partis politiques, des gens de valeur, dans l'éducation, la santé, des gens qui partent à l'étranger et qui prennent avec nous, donc qui prennent avec eux cette capacité justement à agir pour le développement social du pays. Donc, pas uniquement la partie économique, il ne faut pas oublier aussi le côté social. Donc, moi, avant de parler un peu des causes, selon vous, qu'est-ce qui causerait un peu cet exode, j'aimerais aussi peut-être ajouter 2-3 points sur ce concept de fuite des cerveaux. On a parlé de phénomènes naturels de mondialisation, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a aujourd'hui une prééminence, je dirais, de l'identité personnelle par rapport à l'identité collective? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense plus, l'individu pense à lui, à sa carrière, ses intérêts, plutôt qu'à l'intérêt du pays et de la collectivité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne qualifierais pas ça de mercenaire, mais c'est un intérêt. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai plus intérêt à être dans tel pays, dans telle économie, dans telle structure, plutôt que raisonnement collectif. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette prééminence aussi, au-delà de la mondialisation, qui favorise un peu ce phénomène? Et voilà, il ne faut pas aussi oublier 2 points importants dans l'exode des cerveaux, qu'on omet souvent de dire. Bon, il y a parfois, on le voit souvent, à l'origine, il y a des troubles dans certains pays, des guerres, voilà, des actions liberticides, qui font que certaines personnes quittent le pays, mais qui emmènent leur savoir avec eux. L'Iran, aujourd'hui, on dit que l'Iran est le pays le plus touché par ce phénomène. Et aussi, il ne faut pas oublier de dire, je ne vais pas faire dans la dentelle, on est là pour débattre. Certains pays, je cite les États-Unis, et entre autres, les pays, il y a la Chine aussi aujourd'hui, il y a ce que je vais être un peu dur, mais on peut aussi parler de pillage organisé parfois. Voilà, parfois, il y a des filières. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez donc pillage organisé, parfois une fuite non voulue mais subie par l'environnement politique, etc.
et aussi cette prééminence du caractère individuel sur le caractère collectif. J'aimerais bien voir les avis, si vous en avez, des uns et des autres, avant de parler des causes du phénomène. Je vais peut-être me lancer du coup. Alors, juste par rapport au premier sujet qui était l'intérêt individuel versus l'intérêt collectif. C'est une réponse personnelle, hein. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Après, toute personne a une vision un peu différente de la chose. On est quand même dans un écosystème capitaliste, on a grandi dans ça. Il est clair que chacun, à un moment ou à un autre dans sa vie, cherche son intérêt personnel, familial ou autre avant l'intérêt collectif. Je pense que le contraire serait un peu trop idéaliste, hein. Maintenant, je pense que, en tout cas, des gens que je croise, notamment en Suisse, à travers l'association en particulier, il y a quand même une volonté d'aider le Maroc, que ce soit en étant présent ici ou, in fine, en revenant au Maroc à un moment ou à un autre, notamment aussi grâce aux activités associatives qu'on fait. Et franchement, moi, j'ai été plus qu'agréablement surpris quand je vois l'énergie, le temps, mais aussi parfois l'argent que les Marocains, en tout cas en Suisse, en tout cas de mon réseau personnel, quand je vois ce qu'ils font et ce qu'ils sont capables de faire, franchement, on devrait en être fiers. Et cette fierté marocaine qui revient, et je ne suis pas sûr que tous les pays aient ce facteur et cet engouement pour leur pays d'origine. Et je pense que c'est une grande fierté et c'est quelque chose qui nous distingue des autres. Donc c'est pour ça que je pense que finalement, vu qu'on parle d'intérêt individuel, le fait de vouloir partir à l'étranger dans un but soit financier, qualité de vie ou autre, ne nous empêche pas forcément, in fine, d'accompagner le Maroc en créant une société au Maroc, en mettant en place des conditions pour créer des partenariats ou des opportunités d'affaires, etc. Donc ça, c'était pour le premier point. Ensuite, pour le pillage organisé, de ce que je lis et de ce que j'entends, je pense que c'est un phénomène qui commence à toucher concrètement le Maroc. De par les États voisins, nos partenaires historiques, qui, d'une part, l'État met en place des conditions pour faciliter ce pillage, et d'autre part, les privés qui vont sur place pour exécuter ce pillage, je pense qu'il existe, hein. Je pense que ce n'est pas quelque chose de… Peut-être le pillage, c'est un terme qui est un peu trop sévère et frappant, mais je pense que c'est un phénomène qui existe et le Maroc, aussi bien le secteur privé que l'État en lui-même, ont intérêt à réagir par rapport à ce genre d'action. Ensuite, le troisième point, je ne l'ai pas noté, si vous pouvez juste me le rappeler. Par contre, votre micro est coupé. Alors, le troisième point, c'est juste un complément, parce que souvent, on a tendance à oublier que parfois, on est forcé. Cette migration des cerveaux, parfois, elle est forcée. J'ai cité le cas de l'Iran, par exemple, et d'autres pays où, pour des raisons de système politique, de guerre ou autre, donc ça représente une part non négligeable de ce que j'appelle, de manière un peu abusive, le stock de migration qualifiée. C'est vrai que c'est un phénomène qui existe. Vous avez parlé de l'Iran et les autres pays où il y a d'autres problèmes, que ce soit la Syrie ou autre. Il y a des pays qui savent en profiter plus que d'autres. Je prends l'exemple de la Suisse qui font beaucoup d'efforts pour l'intégration des migrants qui arrivent, hein. Et 10 ans, 20 ans plus tard, on trouve pas mal de cadres d'origine diverses. Le Maroc peut aussi être considéré comme étant touché par ce phénomène, dans le sens où il y a certaines choses qui au Maroc sont aujourd'hui plus ou moins interdites ou, disons, difficilement acceptables. Et puis pour une minorité ou une certaine partie de la population, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas compatible avec leur vision, avec leur mode de vie, puis peut-être qui les pousse à un moment ou à un autre de partir. Donc je pense que le phénomène existe, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est pas le plus impactant. Merci Sigsus. Messieurs Karkouri, Guevara, donc si vous avez, par rapport à ces questions qu'on s'est posées, si vous avez des compléments. Oui, je vais intervenir. Alors, je suis tout à fait d'accord, en fait. La montée de l'individualisme, bien sûr, on l'a vécu pendant des décennies. Donc, à mon avis, c'est naturel que les gens essaient de suivre ce qui les intéresse. Mais il faut peut-être voir d'autres aspects. Le fait, quelqu'un qui quitte son pays, c'est des racines, bon, c'est pas facile. C'est être né quelque part et partir ailleurs, donc c'est pas facile.
À mon avis, moi, ce que je vois, en tout cas depuis les États-Unis, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, la capacité des entreprises à aligner les intérêts des individus, des employés, avec l'intérêt de l'entreprise. Parce que cet individualisme s'applique aussi à l'intérieur même d'une entreprise. Quand ils attirent quelqu'un de l'étranger ou bien d'une autre entreprise, ben, s'il n'est pas satisfait, il va aller ailleurs. Donc, à mon avis, il faut que les entreprises, les pays, les nations aient des systèmes qui alignent les intérêts des individus avec les intérêts collectifs. Et comme ça, il n'y aurait pas ce problème. Et là aussi, par rapport au pillage, peut-être, je dirais que ce n'est pas forcément organisé au niveau même d'un pays avec vraiment des gens qui réfléchissent, même si aux États-Unis, on en a beaucoup bénéficié et l'apprécie, mais peut-être c'est pas qu'ils vont piocher ailleurs, mais c'est devenu, ça fait partie de la culture et quand une entreprise en Silicon Valley qui attire des ingénieurs, ben, en fait, elle pense qu'à elle-même. C'est juste que l'écosystème fait que c'est facile. Par rapport à être forcé, ben, bien sûr, ça existe, mais je dirais il y a le cas des ingénieurs, les compétences en général, mais le cas des chercheurs en particulier, pour ce qui est du Maroc, je dirais un chercheur, généralement, quand il est passionné par un sujet, il va aller là où il y a une masse critique de chercheurs malgré les sacrifices qu'il va faire, tout ça, parce que c'est sa passion et il pourra s'épanouir. Il y a l'aspect financier, bien sûr, mais vraiment, un chercheur, généralement, on ne va pas chercher, ce n'est pas l'argent, c'est peut-être le sujet. Et peut-être dans le futur, ce sera peut-être moins grave parce qu'avec la capacité de communiquer, les nouvelles technologies qu'on a font qu'on peut collaborer avec des gens à l'autre bout du monde. Donc, peut-être que ça ne va pas être aussi négatif que ça l'a été par le passé. Merci, Sigavara. C'est avant de passer au prochain, est-ce que vous avez des compléments par rapport à ce qui... Le micro, s'il vous plaît. C'est voilà. Je n'ai pas de complément d'information spéciale, mais je pense qu'il y a des gens qui marient entre les objectifs individuels et les objectifs collectifs. Un chercheur ou un étudiant qui migre pour aller compléter ses formations et retourner au Maroc, et c'est à la fois il cherche son intérêt individuel et un intérêt collectif après son retour au Maroc. Très bien. Merci, Serhal Kholé. Donc, on va passer, on va essayer de parler des causes de manière claire et de manière, voilà, sans langue de bois surtout. Hein. Donc, chacun à travers son prisme, parce que c'est un sujet, les causes, qu'on a effleuré déjà en parlant du concept de fuite des cerveaux. Mais avant, je voudrais juste partager avec vous deux petites informations. Donc, il y a une étude qui avait été réalisée par Boston Consulting Group et le cabinet Recruit au Maroc en 2019. Et il y a quand même des chiffres inquiétants qui viennent, Sigsous a parlé tout à l'heure de 80% d'une école marocaine, voilà, des étudiants qui envisageaient d'aller à l'étranger au terme de leur cursus. Il y a aussi des chiffres inquiétants. En 2019, 91% des personnes interrogées du panel, 91% avaient l'intention de quitter le pays à plus ou moins court moyen terme. Ça, c'est un chiffre inquiétant. Et aujourd'hui, il y a un chiffre aussi qu'on peut communiquer, donc qui nous vient toujours de la même que j'ai pris sur Jeune Afrique. C'est un chiffre qui date de plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, je ne sais pas est-ce qu'il est l'ampleur, il s'est amplifié ou pas. 17% du personnel qualifié marocain est concerné par cet exode, par cette migration. Donc dans la totalité des Marocains qualifiés qui existent dans le monde, en fait, il y a 17% qui sont à l'étranger. Les chiffres datent d'il y a plus de 10 ans. C'était une étude menée par Jeune Afrique. Donc, ça, c'était juste des chiffres que je voulais partager avec vous. On passe maintenant aux causes. Donc, ce phénomène-là de migration, on a vu donc forcé, pas forcé, un choix, phénomène naturel, tout ça, on a essayé d'y répondre. Mais vraiment, quelles sont les causes profondes? Je sais qu'il y a des causes qui sont liées à des ambitions personnelles, vous en avez parlé. Il y a des causes liées à l'environnement, au Maroc de manière générale, donc, dans lequel on vit. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça?
Si Najib, peut-être. Oui, nombreuses sont les raisons de départ qui s'accentuent d'année en année. Vous avez cité quelques chiffres qui ne sont pas très officiels, je pense. Bon, certains cadres cherchent un cadre de vie meilleur, d'autres de meilleurs salaires ou la réalisation de projets entrepreneuriaux. À mon avis, à l'heure actuelle, malgré quelques timides études, nous n'avons pas de vraies études concrètes et sincères qui cernent ce phénomène en matière de métiers et spécialités touchées, et les âges des expatriés, les raisons des départs ou l'impact sur les entreprises. Les données disponibles s'apprêtent très mal aux généralisations. Donc, c'est pour cela que parmi ce que je propose comme action à entreprendre pour cerner notre problème, c'est le développement d'un observatoire national d'expatriation dédié à la mobilité des cadres et des hauts potentiels. À mon sens, cet observatoire-là, il doit recueillir le maximum d'informations, il doit donner la parole à ces Marocains-là qui sont déjà établis hors du pays pour partager autour de leur expérience et alimenter les décideurs en informations très précieuses pour comprendre mieux le phénomène et s'attaquer à l'essentiel. Cet observatoire, il doit s'attaquer et s'intéresser également aux étudiants qui ont complété leurs études, qui sont partis après leur bac ou après les classes préparatoires. Donc, c'est quelque chose de très important d'avoir des données fiables et exhaustives pour parler des vraies causes et s'attaquer à la résolution du vrai problème. Effectivement, si Najib, vous avez touché un point sensible. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de données fiables ou fraîches. Parce que bon, même au niveau international, pas uniquement au niveau du Maroc, est-ce que c'est volontaire, ce fait de garder ces chiffres secrets? Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on ne veut pas trop savoir ce qui se passe? Parce qu'effectivement, même quand j'ai cherché à titre personnel, au niveau de l'OCDE, etc., on trouve des études qui ont été menées en 2014, 2015, voilà, mais effectivement, qui parlait de 5 à 10 millions. Donc, c'est très vague. Et vous avez raison, pour traiter un problème, il faut d'abord bien le cerner. Aujourd'hui, c'est un débat parmi d'autres débats qu'on voit sur la place publique. Mais effectivement, cette idée d'observatoire, je pense qu'elle serait très pertinente, surtout qu'aujourd'hui, on est face à la mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement. Et cet exode des cerveaux risquerait justement d'impacter ce nouveau modèle. Donc, il faut déjà qu'on sache, qu'on ait une cartographie claire pour pouvoir justement mettre en face les réponses nécessaires. Monsieur Guevara, par rapport aux causes, donc selon vous, quelles seraient les principales raisons liées à l'exode, au départ des cerveaux marocains vers l'étranger? Alors, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il y ait des analyses, des études, un observatoire, quelque chose vraiment pour pouvoir analyser. Comme vous l'avez dit tous les deux, pour comprendre un problème, il faut des données concrètes. Donc, je ne suis pas un spécialiste et donc tout ce que je vais dire, c'est peut-être un peu des anecdotes. Donc, il y a l'aspect fuite et je pense qu'on vous avez mentionné ces chiffres qui avaient l'air très, très grands et alarmants. Donc, à mon avis, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un côté vraiment fuite, pas être attiré par quelque chose qui pourrait être mieux. Et c'est important de savoir pourquoi et que faire par rapport à ça. Moi, je dirais, mes compétences seraient plus liées à chercheur par rapport à d'autres choses, et je peux comprendre la fuite ou la migration de chercheurs, parce que, comme je l'avais dit avant, les chercheurs, ils veulent être vraiment dans un environnement où ils s'épanouissent, il n'y a pas de perturbations, de grandes perturbations, ils peuvent passer leur journée à penser à certains problèmes et aussi voir qu'ils vont avoir un vrai impact avec les moyens et tout ça. Et si c'est leur passion, ils vont aller là où ça les amène. Pour revenir un peu à l'aspect pillage, je me rappelle les années 90,
en Europe, quand Microsoft avait établi un centre de recherche à Cambridge, en Angleterre, beaucoup de gens en France se plaignaient que c'était un pillage de tout ce que le CNRS, tout l'INRIA, tout ça. Ils avaient formé plein de gens. Et là, ils sont tous allés ailleurs et c'était donc c'est pas que le Maroc, c'est un problème qui est lié à tout le monde. Donc à mon avis, chercheur, je peux comprendre. C'est si on n'a pas une infrastructure de recherche, une masse critique, c'est pas facile pour un chercheur de s'isoler. Et comme je l'avais dit avant, ce sera peut-être un peu plus facile par rapport au futur. Il y a un autre aspect, peut-être, je dirais, par rapport aux gens qui partent, il y a l'aspect séduction. Et moi, ma propre expérience, je me rappelle que j'ai fait des entretiens donc, en 2000 aux États-Unis. Et je me rappelle, quand je suis venu à Northeastern, beaucoup de choses, j'avais beaucoup aimé comment ça s'était passé, mais il y a en particulier quelque chose qui m'avait un peu marqué. Le dîner, après l'entretien, il m'avait amené dans un restaurant marocain à Boston. Et c'était pas une réflexion de piège. Les gens disent bon, on essaie de chercher des gens, de les attirer. On est accueillant, tout ça. Les Marocains sont très accueillants de culture aussi, mais là, faire des gestes comme ça, ça fait que les gens se sentent vraiment bien, et en plus avec un bon environnement de recherche, c'est bien. Il y a un autre aspect, moi je dirais, il y a l'inertie. Des fois, quand on est quelque part, c'est pas facile de changer. Et par rapport à une étude qui regarde un peu les tranches d'âge, qui va quand et tout ça, et par discipline, c'est une fois qu'on s'installe quelque part, à mon avis, rechanger, et surtout pour les chercheurs, il y a un effort à faire pour dire est-ce que ça va être bien, que je ne vais pas perdre du temps, me retrouver dans des tracas et tout ça. Et bien sûr, il y a l'aspect financier. Et là encore, à mon avis, pour les chercheurs, c'est un facteur, mais ce n'est pas forcément le plus grand. Par exemple, il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent aux États-Unis, mais qui retournent. Les Chinois de plus en plus retournent. Et bien sûr, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi la possibilité de participer à de grands projets où ils vont vraiment avoir un grand impact. Et en l'absence de ça, ça risque d'être difficile de ramener les gens. Donc, voilà, j'espère que je n'étais pas trop long. Merci, Sigevara. Sigsos, par rapport aux causes, et Sigevara parlait justement d'une raison noble qui ferait que les cerveaux puissent revenir un jour. Vous avez touché de près un peu au nouveau modèle de développement. Donc, comment vous pouvez, voilà, les causes qui expliquent un peu cet exode, mais aussi des perspectives de retour. Oui, moi je voulais juste revenir aussi sur la proposition de Sil Qarqouri, qui est effectivement primordiale et très intéressante. Je pense qu'on pourrait aussi s'appuyer sur les associations type ACOMS pour faire ce genre d'études statistiques. Je sais que les ambassades, parce que typiquement si on veut sonder aussi les populations à l'étranger pour savoir qu'est-ce qui ferait qu'ils reviennent ou pas, ou pourquoi ils sont partis, je sais que les ambassades, parfois, ils ont un peu du mal à atteindre les gens, hein. Par contre, les associations, on a la chance d'avoir quand même quelques associations marocaines actives qui regroupent un peu la diaspora. Et je pense que c'est un travail qui pourrait être fait peut-être en partenariat avec le ministère des MRE, qui récolterait un peu et qui ferait la synthèse, par exemple. Ça, c'était juste pour compléter la proposition d'un point de vue associatif. Ensuite, par rapport aux causes, si je fais un petit zoom sur mon expérience plutôt personnelle, pourquoi je suis venu à l'étranger, pourquoi en Suisse, etc. Alors, moi, j'ai fait mes études dans un collège, un lycée français à Casablanca. Puis, quelque part, j'ai été en quelque sorte préconditionné pour, dans tous les cas, aller étudier in fine à l'étranger. Donc déjà, il y a une culture, il y a quelque chose au Maroc qui fait que, voilà, si on souhaite faire carrière et grimper, etc., va falloir passer par la case étranger. Maintenant qu'on revienne ou pas, ça, c'est un projet qui se pose dans un deuxième temps. Je pense qu'il y a déjà ce préconditionnement de notre jeunesse qui devrait à un moment se rediriger plus vers les universités marocaines. On a la chance d'avoir de nouvelles universités en plus qui sont même reconnues à l'échelle internationale, en plus de celles qui étaient existantes. Donc ça, c'était pour faire un zoom sur mon expérience plutôt personnelle de pourquoi je suis allé à l'étranger.
Maintenant, par rapport aux raisons actuelles de la problématique, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais je pense qu'il y a un facteur aussi ascenseur social au Maroc qui, à travers une réussite professionnelle, qui je pense, après, voilà, j'habite plus au Maroc, donc c'est un avis que j'ai à travers des discussions avec des personnes que je connais. Je pense que l'ascenseur social n'est pas encore parfaitement rodé. Il y a encore beaucoup de choses d'un point de vue culturel et dans l'écosystème qui font que c'est quelque chose qui s'améliore, mais on n'y est pas encore. Et donc, c'est quelque chose qui peut à un moment, des personnes qui ont une ambition, les Marocains sont en général ambitieux et exigeants. Hein. C'est un peu quelque chose qu'on retrouve un peu dans notre réseau. Et si on ne leur donne pas la possibilité, à un moment, ils vont voir ailleurs. Donc ça se rajoute par rapport aux causes un peu générales qu'on peut trouver sur Internet et à travers des études. Et je pense que le problème, il est général, c'est que le pays doit davantage se développer. On est entre deux, on n'est pas sous-développé, on n'est pas complètement développé. Par contre, on veut toucher aux nouvelles technologies et tout. Et à un moment, il y en a qui partent. Moi, c'est un peu mon avis personnel, mais il faudrait faire des études plus approfondies pour arriver à quelque chose de concret, quoi. Bien, effectivement, vous avez tous les trois souligné des points. Bon, on a parlé de la nécessité de mieux connaître le phénomène à travers des études. Et comme vous l'avez bien souligné, Sigsos, effectivement, il faut une action concertée, une coordination pour ce genre de choses. Pas uniquement pour l'observatoire, mais aussi pour d'autres aspects. Il faut qu'on va en parler tout à l'heure sur les solutions, en conclusion, où l'action concertée est meilleure. Donc, il y a une action isolée de chaque intervenant, chaque acteur, mais aussi l'action concertée. Vous avez beaucoup parlé des conditions de rémunération, des conditions de travail, des perspectives de promotion sociale, parce que le point de l'ascenseur social, effectivement, il y a pas mal d'avancements professionnels, etc. Les études, vous avez parlé aussi des études, etc. Donc, ce préconditionnement qu'ont certains par rapport à, voilà, si tu veux arriver, si tu veux réussir, il faut faire des études à l'étranger, etc. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé de certains points qui feraient partir les gens, les cerveaux. Donc, vous n'avez pas parlé des droits, des libertés, de la dignité, du respect. Donc, tout ça aussi des aspects je dirais, des missions régaliennes de l'État de base qui ne seraient pas à la hauteur des exigences de l'individu. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'identité individuelle versus identité collective. Donc, on est plus à l'ère de l'individu qui est un diplômé d'une école marocaine. Il est sur un marché mondial, on l'a dit tout à l'heure en introduction, en plus du facteur d'individu. Bon, tout ça, on en a parlé. Donc, il y a un volet, disons, environnement du pays, sur le plan infra, les structures de santé, la justice, l'éducation, l'école, etc. Donc, je parle les gens qui partent pour offrir à leurs enfants de meilleures études, pour avoir… Moi, je suis dirigeant d'entreprise et dans le domaine de l'IT, donc je dirige une boîte dans l'IT, nous sommes éditeurs de logiciels applicatifs de gestion, nous opérons sur un marché continental et donc on recrute des ressources. On connaît ce problème, on le vit au quotidien et souvent on a eu des cas quand on a des démissions, on essaie d'interroger les personnes. Souvent il y a des gens qui partent parce que, une meilleure couverture sociale, une meilleure école, comme vous l'avez dit, l'ascenseur social, il ne va pas être jugé, la dignité, le respect. Donc, est-ce que vous pensez que cette fuite de cerveau, je parle du Maroc, je ne vais pas parler d'autres pays, et ma question s'adresse à toutes les personnes autour de cette table virtuelle, est-ce que vous pensez qu'au Maroc, il y a un sujet sur ça, sur les droits, la dignité, le respect, etc. et les missions régaliennes de l'État? En toute franchise, donc on est au centre Mohamed Hassan Ouazzani, qui nous a habitués justement à parler sans langue de bois. Je vais y aller si personne… non, mais je pense que c'est le sujet principal. C'est le sujet principal, mais qui n'est pas à lui seul à l'origine de cette fuite. Parce que, on le répète, des pays développés comme la France, qui ont une couverture sociale magnifique et tout ce qui va avec quand même une sécurité et un système de santé, d'éducation de qualité, ils souffrent aussi de ce problème. Donc, je pense que c'est pour ça que je parlais de développement du pays au sens large du terme. Il y a tous ces prérequis, on va dire, on va appeler ça des prérequis, parce que pour moi, c'est des prérequis. Alors, il faut quand même souligner une chose, c'est que le Maroc, il s'est pas mal développé durant ces dernières décennies.
c'est qu'on ne peut pas non plus demander, enfin, que ce soit à l'État ou au pays, au gouvernement, etc., de tout changer d'un jour à l'autre. Ça, on est tous réalistes, ce n'est pas faisable. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Les choses prennent un peu de temps, c'est clair. Ça pourrait être un peu mieux, c'est toujours le cas. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, mais effectivement, c'est des choses qui justifient aussi quelque part cette fuite de cerveau. Et encore une fois, je reviens à une chose. On est quand même, c'est mon avis personnel. Je pense que les Marocains sont très attachés au Maroc. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est assez subjectif, mais on a cette fierté, comme l'avait souligné le professeur Graoui, quand il y a un match de foot du Maroc, qu'on soit à Shanghai ou quelle que soit notre localisation, on vibre avec l'équipe marocaine du foot. Donc, on est conscient des difficultés du pays, des enjeux. Tant que ça s'améliore, je pense que tout le monde est content, mais ça reste quand même l'une des origines du problème, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a des compléments par rapport à ça avant de passer à un autre aspect. Je dirais, pour souligner ce que Hicham a dit, c'est absolument. Je pense que les Marocains, mon expérience et les gens que je connais, il y a cet attachement au Maroc et peut-être plus que d'autres pays, je ne sais pas, mais le fait d'être, ça c'est absolument vrai, ça existe. Les chiffres que vous avez mentionnés indiquent que quand même, il y a quand même une fuite. Donc, et personnellement, moi je dirais, j'ai quitté le Maroc en 88. Et je dirais que c'est le manque de liberté ou le fait que la situation du pays n'était pas convenable. Bien sûr, c'est un facteur. Mais moi, personnellement, je dirais que ce n'était pas forcément, en ce qui me concerne, en tant que chercheur, ce n'était pas le grand facteur parce que ce genre de problème, on peut se dire, on peut se battre pour l'échanger. Peut-être que c'est idéaliste et que ça n'aboutit pas. Et donc, c'est une vision par rapport à cette époque-là. Je pense que, mais à mon avis, ça fait partie du problème, qu'il y a des problèmes de société qui font que les gens veulent partir. Après, il y a quand même ce conditionnement qui reste, que peut-être c'est meilleur ailleurs, tout ça. Étant donné que ça fait plus de 33 ans que j'habite à l'étranger, je pense pas que j'ai une vision quand même qui soit... J'ai pas de données, c'est tout un peu anecdotique, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez rappeler ce chiffre que vous avez mentionné? C'était 80%, quelque chose que c'est un chiffre énorme. 91%, voilà, d'intention de partir. C'était en 2019. Alors, les raisons sont diverses. Poursuivre des études, travailler, revenir, investir. Bon, mais c'est une étude quand même, BCG recrute. Ce sont quand même des... Et qui a été publiée, reprise par pas mal de médias locaux. D'accord. À mon avis, ça c'est... je sais pas, c'est très alarmant et je pense qu'il y a quand même... il y a tous ces facteurs, mais... ce qui serait bien, c'est d'avoir une étude qui va un peu dans les détails. Je pense, moi, j'ai étudié dans les écoles publiques et je me rappelle, et je vais peut-être faire un hommage à certains professeurs, je me rappelle, troisième année du collège, le professeur de français, il achetait de ses propres sous un cadeau, un prix pour les premiers de la classe. Je me rappelle d'un livre, Les îles Galapagos, c'est en 82, et je ne sais pas, l'école publique, la santé, tout ça. Donc, moi, c'est un hommage à mes professeurs et un peu partout dans ces écoles-là. Donc, absolument. Donc, il y a plus, c'est pas que la séduction des autres et le pillage et tout ça, il y a un problème aussi de fuite sur cette base. Très bien. Si Najib, peut-être, vous voulez ajouter quelque chose? Non. C'est bon. Alors, juste, voilà, moi, ce qui m'a intéressé, ce qu'a dit Sixos Guevara, c'est qu'effectivement, il y a la tentation de l'étranger sur plusieurs registres, on ne va pas revenir, mais il y a aussi des éléments qui font réfléchir entre le cerveau qui veut partir. Je note cet aspect un peu lien familial, lien affectif avec le pays que vous avez souligné,
qui existe peut-être chez le Marocain un peu plus que chez les autres, et ce patriotisme voilà, qui est là, qui, je dirais, sont deux points qui font réfléchir. Moi, je pense que chaque Marocain qui choisit ou qui décide d'aller à l'étranger, il réfléchit à ces deux. Je pense que chaque Marocain, il met dans la balance les deux points qu'on a cités, donc le lien affectif avec un grand A et le patriotisme. Donc, je pense que c'est vrai que c'est à souligner. Alors, on va parler des conséquences de ce phénomène. Je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc est en passe de déployer, de mettre en œuvre un nouveau modèle de développement. Donc, il y a un nouveau gouvernement qui s'attelle à la tâche sur les instructions de Sa Majesté. Et aujourd'hui, est-ce que, voilà, j'aimerais bien, parce qu'il y a des enjeux de cette fuite, qu'il y a un phénomène, on est tous d'accord, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'a pas les chiffres précis, on ne connaît pas l'ampleur du phénomène de manière précise, mais on sait que c'est là, on sait que c'est là. Dans cette phase transitoire, je dirais, au fait, pour passer plutôt d'un autre palier de développement, le Maroc aujourd'hui est là, et ce phénomène-là, comment il pourrait, quels sont les enjeux? C'est-à-dire, on parle souvent de, j'ai vu ça un peu, on parle de brain gain et de brain gain et brain drain. Voilà. Donc, qu'est-ce que pour vous, ce phénomène d'exode, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de négatif? Comment il pourrait impacter négativement ou positivement la mise en œuvre du nouveau modèle de développement? Si Najib, peut-être. Oui. Je vais intervenir en tant qu'ex-DRH, ex-directeur des ressources humaines. C'est parfait. Donc, je peux témoigner ici que les organismes vivent parfois très mal les départs de leurs talents. Les dommages collatéraux sont nombreux. Cet exode peut entraîner des coûts considérables liés principalement à la perte des compétences et des savoir-faire, la perte d'investissement dans la formation et dans l'encadrement, depuis le recrutement d'un jeune ingénieur ou un jeune médecin, la perte d'idées et d'innovation lorsqu'on perd des chercheurs qui migrent ailleurs, et peut-être plus important encore, la perturbation ou le déséquilibre de quelques services vitaux des secteurs publics. Au niveau de la fonction publique, par exemple, lorsqu'on est en face d'une démission d'un cadre, ça entraîne directement la perte de son poste budgétaire, l'assise budgétaire sur laquelle on l'a recruté. La perte de ce poste budgétaire est généralement difficile à remplacer. Donc, c'est quelqu'un qui est parti, qu'on ne peut pas remplacer, même avec le recrutement, parce qu'on ne peut pas lancer les appels à candidature. Donc, déjà, avec la rareté des ressources humaines qui est vécue au niveau de la fonction publique, si on ajoute ces départs-là qui ne sont pas planifiés, c'est des dégâts énormes pour les services et la continuité des projets. Il y a même des projets qui sont parfois arrêtés ou annulés à cause de la perte d'un talent qui était primordial dans ces projets-là. Donc, à mon avis, les conséquences, ils sont là, surtout lorsque les départs n'ont pas été notifiés, il n'y a pas de préavis, et il y a même des entreprises qui perdent un bout de la mémoire du projet carrément, sûrement dans les entreprises informatiques, la mémoire pour continuer, la mémoire du projet pour le continuer avec un nouveau recrue, on ne le met pas sur les rails tout de suite. Donc voilà, les dommages, ils sont nombreux, et il y a des organismes parfois qui n'arrivent pas à recruter malgré la disponibilité des possibilités de recrutement. Merci Najib. Si Gsous, vous qui avez travaillé récemment, justement, vous avez bien examiné le projet, voilà, le nouveau modèle de développement. Comment vous voyez, quels seraient les impacts négatifs ou positifs de ce phénomène de fuite des cerveaux sur la mise en œuvre de ce nouveau modèle? Alors,
Du coup, juste pour recadrer un peu ce que c'est que la fuite des cerveaux, moi je vais partir du principe que c'est à la fois les gens qui sont formés au Maroc et qui partent, mais aussi ceux qui sont formés après le bac à l'étranger et qui restent à l'étranger. Comme ça, on englobe le tout. Euh, pour moi, si on parle d'enjeux, aujourd'hui, moi je vois aussi beaucoup de positifs dans ce contexte. Il y a du négatif, c'est sûr, on va y arriver dans un deuxième temps. Mais il y a beaucoup de positifs parce qu'on est dans un contexte qui est numérique, en particulier au lendemain du Covid, où l'ensemble s'est digitalisé et qui ouvre beaucoup de portes, qui a participé, qui a accéléré la transformation digitale au Maroc et qui ouvre beaucoup de portes de collaboration indépendamment des frontières qui nous séparent. Et ça, pour moi, je pense que c'est un levier de développement non négligeable qui permet d'une part de profiter des compétences marocaines à l'étranger. Donc, on parle de transfert de compétences pour accompagner la partie enseignement, R&D et innovation. Aujourd'hui, le Maroc a un réservoir non négligeable à l'international dans plusieurs domaines, d'experts dans des domaines très spécifiques. Donc, je pense qu'il y a un enjeu et une conséquence potentiellement positive dans ce contexte après Covid dont il faudrait bénéficier. Et puis finalement, si on réfléchit au tout, si on arrive à importer de manière numérique ces compétences au Maroc, ça va aider au développement du Maroc. Et in fine, les gens ne vont plus partir du Maroc parce qu'ils auront accès au tout au Maroc. Enfin, c'est un peu un cercle qui se boucle à la fin. Ensuite, par rapport aux enjeux, il y a aussi, faut souligner un truc, c'est qu'on était en Covid. Et puis le Covid, c'était un phénomène international où chaque pays faisait un peu ce qu'il voulait de son côté, avec l'OMS au milieu qui donnait des informations. Le Maroc a beaucoup bénéficié de sa diaspora à l'étranger. Donc, que ce soit des experts dans le domaine qui notamment donnaient des informations scientifiques au gouvernement marocain, sensibiliser les Marocains aussi depuis l'étranger, et qui contribuaient d'une manière ou d'une autre, que ce soit des actions caritatives ou des synergies entre acteurs associatifs pour pouvoir s'entraider pour combattre ce virus. Si je vais même au bout de la démarche, en parlant de choses concrètes, je ne vais pas citer de nom ou autre chose, il y a même des Marocains à l'étranger qui ont permis au Maroc d'acheter du matériel médical qui était en pénurie au lendemain de l'annonce du Covid. Donc tout ça, c'est des choses que le Maroc a pu faire grâce à la diaspora, qu'on considère comme étant à première vue quelque chose de négatif. Donc c'est une force pour moi, cette diaspora, il faut en profiter. Et le nouveau modèle de développement consacre tout un chapitre sur le sujet. Donc ça, c'était un peu le positif dans tout ça, mais il faut mettre une gouvernance et mieux exploiter l'ensemble. Parce que pour l'instant, on est très loin du compte, on fait des choses, c'est déjà pas mal, mais on peut faire beaucoup plus. Maintenant, si je viens par rapport aux aspects négatifs, donc fuite des cerveaux, phénomène naturel, historique, touche tout le monde. Ça, c'est les principes de base. Alors, le vrai problème pour le Maroc, c'est quand ça touche des domaines soit d'avenir, soit primordiaux pour l'État marocain. Donc, santé, par exemple, médecin, ou d'avenir, nouvelles technologies, etc. Et c'est ce qui se passe actuellement, notamment pour les nouvelles technologies. Et ça, je pense, c'est très dangereux. Et il faut qu'on réagisse par rapport à ça. On ne va pas encore parler de solutions, mais c'est un enjeu primordial pour permettre au Maroc de se développer dans ces domaines qui vont permettre au Maroc de devenir demain un pays développé à part entière. Bien, et d'ailleurs, je profite de ce point pour faire là. Nous avons un participant, M. Louez-Zali Naji, qui parle justement qu'il y a 7000 médecins qui ont quitté le Maroc, soit 30% de lauréats des facs de médecine et de pharmacie. Bon, je ne sais pas sur quelle période, mais c'est quand même, le chiffre est inquiétant. Donc voilà, ça appuie sur des chiffres qui sont là, qui appuient un peu la thèse de l'impact négatif de la fuite des cerveaux. Monsieur Guevara, vous, quel serait brain gain ou brain drain? Je voulais dire quelque chose, mais juste par rapport à votre question, dans quel sens par rapport à l'avantage et les inconvénients. À mon avis, un peu de brain drain, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'équilibre par rapport à l'osmose que vous avez mentionné avant, si trop, c'est très mauvais parce que, et donc je suis d'accord avec ce qui a été dit avant par les collègues, mais
je veux souligner un point, c'est l'importance par rapport au futur, parce que le monde a beaucoup changé. Le travail manuel, beaucoup de choses on pouvait vivre en société avec un minimum de technologie et tout ça, et rester un peu compétitif. Mais le futur, à mon avis, va être très différent. Et perdre ses compétences dans ces domaines qui sont très importants, je pense sur le assez court terme, ça va être assez catastrophique. Donc, je pense que c'est vraiment il y a un changement. C'est pas comme les années 90, 2000. Les nouvelles technologies ont un impact sur tout. L'automatisation d'un certain nombre de choses fera que beaucoup de choses vont disparaître. Et perdre ses capacités, c'est vraiment très mauvais. Bien sûr, avoir une partie de ses compétences qui partent, c'est très positif, et comme l'a souligné Hicham, ça aide sur beaucoup de choses. Mais à mon avis, ça doit être un petit pourcentage. Et la recherche scientifique en particulier, je pense au Maroc, ça c'est il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, d'après ce que je vois directement. Donc voilà. Mais je pense que c'est un problème. Les méfaits restent beaucoup plus supérieurs que les avantages. Alors, si je devais résumer ce qui a été dit, bon, il y a du plus et du moins dans la fuite des cerveaux. Donc ça, c'est déjà un concept. Il n'y a pas que du négatif dans la fuite des cerveaux, quoique, bon, dans le contexte actuel, on va l'expliquer. Par exemple, vous avez parlé du numérique. J'en sais quelque chose parce que c'est un secteur dans lequel j'opère depuis quelques temps. Et aujourd'hui, vous savez, la révolution numérique, aujourd'hui, c'est ce qui fait la force. Il y a à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi, 2 siècles, on parlait de révolution industrielle. Et donc, ce sont les premiers pays qui ont été sur la révolution industrielle, qui avaient besoin, bon, il y avait toujours la partie cerveau, la partie matière première et la partie main-d'œuvre. Les premiers pays qui ont été sur les ressources humaines et matières premières, ce sont les pays qui dominent à ce jour, pour la plupart. Aujourd'hui, il y a une révolution numérique qui s'installe. Pour la révolution numérique, c'est une petite aubaine, parce que quand même, il y a moins l'aspect matière première, il est moindre, c'est l'aspect RH qui prédomine. Donc aujourd'hui, il y a une course à la ressource humaine. C'est un peu la ressource clé, c'est la ressource clé. Il y a une course, on le voit. Les États-Unis, la Chine, l'Europe qui s'y met. Il y a un plan qui s'appelle French Tech carrément. Donc la France aussi veut ne pas sortir de cette course, parce que moi je pense que dans les 10, 15 et même peut-être avant, les pays d'ailleurs qui l'ont bien compris, la Chine et les États-Unis, tous les pays qui ne seront pas dans ce que j'appellerais l'économie du savoir de manière générale, resteront un peu en moins, les autres en plus, et cette osmose dont on a parlé, voilà, est-ce qu'elle sera équilibrée ou pas? Donc moi je dis que il y a in fine vous avez parlé, c'est Carcolé, c'est Xos, de perte sur coût de formation, perte de compétences, perte d'avantages compétitifs, et c'est un frein en développement, surtout dans des secteurs particuliers, sur des ressources clés, où le Maroc risquerait voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on parle souvent de plans pour certains secteurs, on parle de sous-traitance, on parle de co-traitance aujourd'hui dans le secteur de l'automobile, l'aéronautique, mais est-ce que nous créons suffisamment de valeur ajoutée? Parce que c'est bien d'être sous-traitant ou co-traitant, mais si vous le remarquez, et pour les personnes qui sont à l'étranger, vous le voyez mieux, la partie forte, c'est-à-dire la technologie, la machine-outil, ce n'est pas au Maroc. Quand vous prenez ça. Donc, ce que j'appelle, si on n'est pas dans l'économie du savoir, c'est-à-dire le haut, et d'ailleurs même en finance, Najib, vous devez très bien le savoir, dans une entreprise ou une structure administrative, là on crée de la valeur, c'est sur les brevets, c'est ça un peu qui dérange. Aujourd'hui, c'est bien de s'inscrire dans cette dynamique mondiale, mais il faut s'inscrire par le haut. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les pays qui ont compris font cette chasse à la ressource humaine, parce que dorénavant, la richesse ou la création de richesse passera par le numérique, par la technologie, par la machine-outil. Et pour ça, il faut des cerveaux. C'est pour ça que, aujourd'hui, quel modèle de développement on veut? Est-ce qu'on veut un modèle où on survit de subsistance? On crée de l'emploi de moyenne gamme pour que les gens mangent à leur faim, etc. Ou là, on veut vraiment jouer un rôle
dans ce que sera le monde de demain. Donc, si c'est le cas, donc effectivement, cette fuite de cerveau serait plutôt négative. Pour les aspects positifs, vous l'avez vous en avez bien parlé sur l'aspect diffusion du savoir en retour, donc de R&D, donc de gens qui sont à l'étranger, qui font profiter le Maroc de cette technologie dans des processus d'imitation technologique parfois ou de transfert. Il ne faut pas oublier les transferts de fonds, hein. C'est quelque chose de basique, de banal, mais ça fait aussi du bien. Bon, à court terme, certes, peut-être, mais c'est aussi intéressant. Et voilà, l'investissement en retour. Il y a aussi des cerveaux qui reviennent investir au Maroc. Ça peut être aussi une facette positive de ce phénomène. Mais ce qu'on retient d'après ce qui a été dit, c'est que oui, il y a peut-être des points positifs, mais comparé aux éléments négatifs, aujourd'hui, si on veut s'inscrire dans l'économie du savoir, je pense qu'on est face à du brain drain pour le moment, sur lequel il faudrait remédier. Et là, je vous appelle à agir ou à intervenir, à débattre du dernier point. C'est une bonne transition. D'après vous, quelles seraient les solutions à mettre en œuvre aujourd'hui, que ce soit pour l'entreprise, pour l'État, au niveau de la famille, il ne faut pas l'oublier, parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet aux multiples facettes. Il y a l'entreprise qui intervient, il y a l'État, à travers toutes ces missions régaliennes. Il y a aussi la famille marocaine qui reste le noyau de la société et la société civile. Donc, pour vous, sur ces 4 volets, l'entreprise, l'État, la société civile et la famille, quelles seraient les solutions idoines pour bien cerner ce phénomène et peut-être le limiter et mettre à profit ce qu'il représente? Si Najib. Merci Simon Tasser. Effectivement, il faut y remédier et je pense qu'au niveau national, on a déjà commencé à activer quelques leviers pour faire face à ce phénomène-là. Donc, à mon sens, il faut rapidement mettre à niveau les organismes publics et les entreprises en matière de GRH moderne. Notre gestion des ressources humaines n'est pas une fonction stratégique, il faut l'ériger en fonction stratégique et non plus une fonction transverse ou d'appui. Et ce, dans plusieurs entreprises et plusieurs organismes étatiques. Donc, c'est pour cela qu'il faut élaborer des politiques RH à des standards internationaux et adhérer à des normes internationales pour le management des ressources humaines. Parmi les choses qu'il faut développer à ce niveau-là, moi, je pense que les systèmes de rémunération au niveau national, au privé ou à l'État, ils doivent être réformés de façon à ce qu'ils soient basés sur l'atteinte des objectifs au lieu des systèmes de rémunération classiques qui ne distinguent pas les meilleurs. À cet effet, il faut asseoir une vraie politique de contractualisation et d'évaluation des résultats. C'est quelque chose de très important au sein d'un organisme. Également, il faut développer des systèmes de motivation par la reconnaissance de la performance collective ou individuelle. Il faut innover en matière de levier de motivation et pas se baser sur juste le levier de salaire qui reste un socle et une constante. D'autres actions, c'est le développement d'une vraie gestion de carrière au niveau des entreprises et asseoir des dispositifs d'accompagnement personnalisés des hauts potentiels. Il faut les accompagner et il faut un vrai management de ces talents-là. D'un autre côté, il faut stimuler la fibre entrepreneuriale chez les étudiants et les jeunes diplômés au niveau national, bien sûr tout en les soutenant dans leurs projets d'affaires. À ce niveau-là, au niveau national, il y a pas mal d'actions qui encouragent la création de centres d'innovation et d'entrepreneuriat
sorte d'incubateur au niveau des universités et de grandes écoles d'ingénieurs qui ont pour mission principale la promotion de l'innovation et le renforcement du dynamisme entrepreneurial. Un jeune qui est préparé à réaliser son idée, il peut la réaliser facilement au niveau national au lieu d'immigrer à l'extérieur pour la réaliser. En face à cette action, je pense que notre pays il est en bonne voie. Bien sûr, un jeune ingénieur qui a une idée, bien sûr, qui a été accompagné dans un centre d'innovation et d'entrepreneuriat. Une fois sur le marché, il faut qu'il trouve un écosystème favorable à son investissement. C'est pour cela que la mise en œuvre effective de chantiers de réforme des centres régionaux d'investissement, il est d'une grande utilité dans ce sujet-là. Heureusement, le Maroc s'est doté d'une récente loi 47-18 sur les centres régionaux d'investissement, qui, bien sûr, favoriseront certainement l'investissement au niveau national et au niveau des régions. Autre piste ou clé pour qu'on soit un peu compétitif au niveau national, c'est la création d'opportunités d'emploi au niveau national. C'est vrai, on regarde le volet IT au Maroc, c'est vrai, il y a assez d'emplois, mais pour les autres métiers tels que le génie civil, les métiers liés à l'électrique, à la mécanique et tout ça, il n'y a pas assez d'offres d'emploi au Maroc. C'est pour cela qu'il faut inciter les entreprises à améliorer leur taux d'encadrement. Et c'est quelque chose de très important. Il y a des entreprises très, très, très grandes avec un taux d'encadrement très faible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut activer au niveau national. Moi, je cite un exemple. Le nouveau système de qualification et classification des entreprises de BTP a beaucoup aidé à améliorer le taux d'encadrement des entreprises BTP. Pourquoi? Parce que pour avoir les meilleures classes et soumissionner pour les gros marchés, les gros appels d'offres, il faut avoir une masse salariale très considérable en recrutant des ingénieurs BTP et génie civil. Ce sont des actions très importantes pour améliorer ce taux d'encadrement chez nos entreprises. Et bon, finalement, il faut cadrer cette immigration. Je pense qu'on ne peut pas y échapper, c'est une mobilité internationale des cadres. Il faut la cadrer, il ne faut pas permettre à quelqu'un qui vient recruter nos jeunes lauréats ou nos jeunes ingénieurs pendant les week-ends sans autorisation et tout ça. Donc, c'est une immigration qu'il faut cadrer dans un système de mobilité internationale pour la maîtriser. L'illégal, il est toujours non maîtrisé, il peut nuire énormément à l'économie nationale. Voilà, c'est mon message. Merci beaucoup, Najib, pour ces éclairages et ces pistes très concrètes. Monsieur Gsous, peut-être un complément par rapport à ça. Comment voyez-vous les solutions? Parce qu'on a conclu tout à l'heure sur le précédent point qu'il y avait in fine un brain drain, donc qui n'était pas du tout le bienvenu, surtout en ce moment. Donc, pour vous, quelles seraient, est-ce que vous voyez des solutions complémentaires ou des choses à proposer pour essayer de réduire, d'atténuer l'impact de ce brain drain? Oui. Je reprendrai tout d'abord la suggestion de Sir Qarqouri, qui pour moi est in fine une solution, c'est de faire cette étude de causalité qui va permettre de sortir des solutions concrètes. Ça, c'est un peu l'introduction, mais je pense qu'elle est essentielle, cette étude. Je rejoins tout à fait Sir Qarqouri. Ensuite, moi, je reviens sur ce que j'ai plus ou moins dit tout à l'heure, mais qui pour moi fait partie de la réponse au problème. C'est d'exploiter davantage le potentiel des Marocains du monde. On parle de 5 millions de Marocains qui sont implantés à l'international, qui, en plus des flux financiers qui permettent par ailleurs de stabiliser la balance commerciale, représentent un énorme potentiel en termes d'expertise et aussi d'investisseurs dans des projets concrets et on espère à forte valeur ajoutée au Maroc, qui permettra aux Marocains de rester au Maroc. Donc ça, c'était le premier point.
Ensuite, il y a le deuxième point sur lequel les Marocains du monde peuvent aider le Maroc finalement à continuer dans cette lancée et à se préparer à cette révolution numérique, c'est de mettre en place une sorte de veille internationale à travers la diaspora qui permet au Maroc d'être au courant de ce qui se passe ailleurs et d'anticiper, voire parfois de faire des choses avant les autres. Donc, je pense que l'accès à l'information, il est très important. Et puis, le troisième volet, ça serait des analyses marocaines et internationales qui permettraient de dire qu'est-ce qu'on a au Maroc, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on fait, et puis qu'est-ce qui va se faire et ce qui est en train de se préparer à l'international où le Maroc peut jouer un rôle. Au lendemain du Covid, il y a un remaniement qui est en train de se faire sur l'échiquier international, notamment dans l'industrie pharmaceutique, mais l'ensemble des industries sensibles, pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Et le Maroc a sa place dans ce remaniement. Donc, c'est quelque chose dont on peut aussi profiter. Mis à part ça, moi, je pense qu'il y a, d'un point de vue sociétal, il faudrait qu'on mette plus en avant les success stories des Marocains qui ont étudié au Maroc, qui ont évolué au Maroc et qui ont réussi. Pour enlever un peu cet idéal de faire les choses à l'étranger pour pouvoir réussir. Parce que, moi, en tout cas, j'en connais quelques-uns. Il y a beaucoup de Marocains qui ont réussi en restant au Maroc et qui partaient de rien. Donc ça, l'aspect communication peut être intéressant. Ensuite, on disait améliorer la qualité de vie, etc. Bon, on a parlé de toutes les causes, donc ça, c'est des leviers sur lesquels il faut travailler, on ne va pas les reciter. Et puis, par rapport à l'État, pour moi, il y a deux choses, l'État et le privé, parfois ensemble, qu'on pourrait faire. Parce que là, on parle de fuite de cerveau, on essaie de garder les gens, mais il y a une autre possibilité, c'est d'essayer d'avoir des cerveaux qui viennent d'ailleurs. Je pense notamment à l'Afrique. Et le Maroc est en train d'avancer sur ce front depuis maintenant un moment, a une réputation même par rapport à ça. Et je pense qu'il faut commencer à capitaliser sur les relations du Maroc avec les pays africains, créer des antennes, des écoles là-bas sur lesquelles on pourrait éventuellement piocher à un moment ou à un autre. Ça peut être une possibilité aussi. Et ça, c'est l'État et le privé qui devraient travailler ensemble pour pouvoir le faire. Et puis le dernier point, puis je conclue sur ça, ça rejoint ce que si Guevara a dit tout à l'heure, il faut que l'État et le privé mettent en place des programmes d'envergure dans des domaines spécifiques d'avenir, numérique et d'autres domaines. Il faut lancer des programmes, quitte à ce que ça soit financé par l'État, pour garder ces gens qui soient bien rémunérés, qui travaillent sur des sujets intéressants et qui, in fine, vont beaucoup apporter au Maroc. Très bien. Monsieur Guevara? Alors, donc je vais… Vous avez une recette miracle? En fait, j'ai déjà entendu beaucoup de très bonnes idées, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai juste souligné certains points et peut-être revenir tout d'abord sur l'idée de M. Kharkhouri. Moi, dans ma liste, j'avais mis analyse, étude de ce qui se passe, mais j'aime bien l'idée de l'observatoire qui puisse suivre un peu ce qui se passe et que ce ne soit pas fait qu'une seule fois. Et vraiment une étude bien approfondie par discipline, par tranche d'âge, parce que le Marocain qui, par un certain, donc à 20 ans ou à 30 ans ou 40 ans, ou revient à un différent âge, ça a un impact qui est différent, une contribution qui est différente. La deuxième chose, peut-être ça un peu moins mentionné, c'est avoir un environnement qui est adéquat. Je dirais, je ne suis pas en train de vendre les États-Unis, mais je dirais un côté qui est positif, c'est les petits problèmes bureaucratiques. Pour les choses simples, ça n'existe pas tellement. Bien sûr, il y a plein de problèmes, mais vraiment avoir un environnement où les gens se sentent bien. Et ça, c'est un très grand problème, c'est un problème de société. Bien sûr, c'est l'État et tout ça. Et donc, je pense que tout le monde est au courant de ça, mais je pense, vu les chiffres que vous avez mentionnés, ça, c'est sûrement un grand facteur. Après, lié à… et ça, c'est peut-être un point plus pour les chercheurs, mais aussi pour tous les gens qui sont ambitieux. Ils veulent participer à un grand projet et voir qui a un impact. Et donc, il faut, comme l'a dit Hicham, c'est le fait que
avoir ces grands projets d'envergure et avoir ces success stories qui sont locales, qui montrent qu'on peut avoir un impact donc en ayant étudié au Maroc et formé au Maroc, on peut avoir une grande contribution qui est appréciée. À mon avis, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. D'autres points très rapidement, c'est le fait d'avoir accès à des ressources, des collègues, une masse critique de gens qui ont des ambitions similaires, une compétition saine ou juste, et je pense que ça fera que personne, à mon avis, ça c'est un avis personnel, mais pourquoi quelqu'un voudrait aller dans un pays, prenons Boston, où il fait froid la moitié de l'année, très chaud l'autre moitié de l'année, pourquoi il ferait ça? Donc, si vraiment on pouvait avoir un impact, un grand impact, je pense beaucoup de gens, et une masse critique, par exemple, de chercheurs et tout ça, les gens feraient ça. Donc, voilà, donc, pas de formule magique parce que c'est un grand problème à mon avis, mais le fait de le discuter sur des bases, des chiffres et tout ça, fera que on trouvera des solutions. Merci, c'est Gavara. Donc, si je résume déjà, la première des choses, c'est d'avoir une cartographie, d'avoir un observatoire, de comprendre le phénomène et de le suivre dans le temps. Donc ça, je pense que c'est un préalable, hein, c'est la clé de voûte. Puis, vous avez évoqué beaucoup d'actions, c'était assez riche à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de l'État, donc on a parlé de création d'un écosystème pour l'entrepreneuriat, on a parlé d'un État qui devait plus investir dans ses missions régaliennes, la santé, la justice, la lourdeur administrative, tout ça, en fait, tout ce qui empêcherait donc un retour ou là qui permettrait de comparer. On a parlé aussi d'un projet de société, parce que les gens, la diaspora, et voilà, pour parler de brain gain, il faut qu'on puisse, pour les investissements, la recherche, il faut promouvoir, il faut montrer qu'il y a un cadre pour recevoir tout ça, un réceptacle de tout ça qui soit structuré. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de gouvernance, ça aussi c'est important, parce que pour donner confiance, donc le projet de société, je pense que nous l'avons aujourd'hui avec ce nouveau modèle de développement, mais bon, il faut donner les garanties nécessaires pour permettre justement aux uns et aux autres de réinvestir. Donc, vous avez aussi parlé de l'entreprise, de ce que pouvait faire l'entreprise, avec notamment, il y a aussi, avant de passer à l'entreprise, ça parlait de la communication. C'est vrai que là aussi, c'est le rôle un peu de la société civile, ce que j'appelle la sensibilisation, qui peut se faire à travers les associations au Maroc ou à l'étranger, pour parler, sensibiliser à travers des cas, des témoignages, des grands témoins, d'ici et d'ailleurs, hein, ça se fait dans les deux sens, pour montrer ce que peut être justement un cerveau qui sert son pays, parce qu'on n'est pas obligé d'être au Maroc pour servir le Maroc. Et ça, vous le savez très bien. Donc, moi, je dirais plutôt communiquer sur des expériences réussies d'un Marocain qui sert son pays, qui soit basé aux États-Unis, en Chine ou au Maroc. Ça, c'est important. Et là, justement, la société civile peut faire ça avec l'État et même les entreprises. Donc, ça concerne tout le monde. Vous avez parlé des entreprises, Sinajib, vous avez parlé de la GRH, effectivement. C'est un maillon faible aujourd'hui, tout ce qui est attractivité, plan de carrière, qualité des missions proposées. Parce qu'aujourd'hui, en parlant de l'informatique, par exemple de l'IT, quand vous êtes une entreprise marocaine, malheureusement, on le voit, la plupart des opérateurs marocains dans le domaine de l'IT, sont uniquement dans de l'intégration, de la sous-traitance, du service. Un ingénieur ambitieux qui est diplômé du Maroc, il a envie de travailler chez les géants mondiaux, il a envie de travailler sur des sujets importants de recherche d'intelligence artificielle. Donc là, il faut donner aussi des missions intéressantes. L'environnement, vous avez parlé d'environnement, il y a l'environnement général, il y a aussi l'environnement de travail. Vous avez parlé, Sinajib, du nombre d'emplois il faut créer, ou la SIGSOS. Là aussi, sortir sur le marché, aller recruter ailleurs. Comme nous, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, l'exode ou la fuite des cerveaux, donc on va d'un pays moins développé vers un pays plus développé. Donc on peut mettre à profit pour équilibrer la balance. Nous aussi, on peut aller chercher des cerveaux ailleurs. Mais tout ça, au fait, ce que vous avez pour l'entreprise, ce que vous avez cité, donc une meilleure GRH, management, plus de moyens pour recruter, donner des projets intéressants pour les gens. L'écosystème entrepreneuriat, l'État peut jouer un rôle, mais l'entreprise aussi. Le secteur privé à travers les investissements, parce qu'aujourd'hui,
il faut drainer ces investissements. Quand on voit aujourd'hui un jeune entrepreneur, il a du mal à trouver l'argent. Pour les entreprises en early stage, pour les startups, pour le pré-seed et le seed, aujourd'hui, on a du mal à trouver de l'argent. Moi, je suis en même temps, je suis administrateur de pas mal d'entreprises et je conseille aussi quelques fonds d'investissement. Je peux vous dire que l'investisseur marocain préfère placer, il n'a pas beaucoup le goût du risque, on ne croit pas beaucoup en l'entreprise marocaine. Donc, même si l'État joue un rôle de créer un écosystème avec des incubateurs dans les universités, mettre en place des choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi que les investisseurs fassent confiance. Et c'est pour ça que je reviens sur le point de Sigsus, la communication donnerait confiance à toutes les parties prenantes, pas uniquement l'État ou le gouvernement, mais les investisseurs, les personnes concernées. Et là, moi, je dirais en tant que dirigeant d'entreprise, c'est bien, c'est-à-dire on aimerait bien, je suis confronté à cette problématique au quotidien, oui, une meilleure GRH a un coût. Créer des emplois supplémentaires, ça a un coût. Aller chercher des cerveaux un peu partout sur le continent, ça a un coût parce qu'on se retrouve aussi en compétition avec les géants mondiaux. Tout le monde sait aujourd'hui que la ressource est partout, on est sur un marché mondial. Maintenant, pour ça, il faut qu'on ait une entreprise robuste, il ne faut pas l'oublier, parce que nous, on aimerait bien être compétitif. Mais pour les gens, par exemple, qui quittent le pays pour des raisons purement financières, aujourd'hui, l'entreprise marocaine ne peut pas. Tout simplement, c'est clair. C'est pour ça qu'on essaye on ne peut pas frontalement concurrencer les États-Unis ou l'Angleterre ou la France. Par contre, on essaye de trouver autre chose, de jouer un peu sur cette fibre patriotique, de proposer, vous avez parlé tout à l'heure d'entreprise, on essaye de proposer l'intrapreneuriat. Voilà, si quelqu'un a une idée intéressante, on essaie de lui donner l'espace au sein de l'entreprise pour qu'il puisse développer ses idées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, concurrencer les autres, voilà, sur la partie purement financière, être attractif sur le salaire, sur les missions proposées, ça nécessite des moyens. Et pour ça, il faut que l'État donne les moyens à l'entreprise. C'est vrai que si Najib, tout à l'heure, vous avez parlé des entreprises qui doivent s'améliorer sur la GRH, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi que l'État nous donne les moyens à travers une fiscalité attractive, donc des crédits impôts recherche, des exonérations ou des abattements sur l'impôt sur le revenu si on recrute des ingénieurs ou des chercheurs. Tout ça aujourd'hui n'existe pas. Il faudrait aussi des subventions. Il faudrait nous subventionner. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise marocaine qui exporte ait des facilités d'accès au financement, des facilités fiscales pour qu'elle puisse elle-même, parce que finalement, pour recruter, il faut que on est des entreprises, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut avoir de la commande. Et la commande à l'international, pour l'avoir à l'international, il faut être compétitif. Il faut avoir l'accès à l'énergie qui soit au moindre coût, la fiscalité, etc. Mais il faut aussi avoir l'accès au financement. Et voilà, donc c'est un cercle vicieux. Là, on parle de préférence nationale. Là aussi, on le voit souvent. Moi-même, étant entreprise marocaine sur des gros appels d'offres nationaux, malheureusement, on voit qu'il n'y a pas cette préférence nationale qui est mise à exécution. On en parle dans les discours politiques. Honnêtement, je dirige cette boîte informatique depuis 2 ans et demi maintenant. Sur le nombre d'appels d'offres auxquels nous avons soumissionné ou essayé de soumissionner, il y en avait 2 sur, je dirais, peut-être 100 ou plus qui mettaient cette clause de préférence nationale avec un handicap, etc. Donc là aussi, il faut aider l'entreprise marocaine. Les multinationales qui s'installent, j'en ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, il ne faut plus être uniquement sous-traitant de l'étranger. On parle de l'aéronautique, de l'automobile, etc. Mais quelle valeur nous créons? Moi, je connais des usines implantées dans les zones franches au Maroc où ils vous disent, oui, nous avons 2000 emplois, nous avons créé 2000 emplois. Quand vous allez voir un peu à la loupe ces emplois, vous trouvez 3-4 ingénieurs et 2 cadres administratifs. Le reste, une main-d'œuvre qualifiée ou pas, mais ça reste une main-d'œuvre. Si on reste sur la définition de l'OCDE, on ne peut pas qualifier ça de cerveau. Donc, il faudrait aussi, pour les investisseurs étrangers qui veulent venir au Maroc, il faudrait que le gouvernement impose certaines règles de recrutement. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sigevara, un quota pour les ingénieurs, un minimum d'investissement R&D. Il nous faut aussi ça. Tout ça fait que, dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ça soit au niveau de l'entreprise, de l'État ou de la société civile, pour que l'action soit efficace, il faut qu'elle soit concertée. Donc, l'entreprise, les associations de cerveaux de cadres marocains à l'étranger,
l'État, la société civile, il faut qu'on travaille tous parce qu'une solution, incriminer uniquement l'entreprise ou incriminer uniquement l'État ou incriminer les individus pour leur dire vous n'êtes pas patriote, vous quittez le pays, c'est trop facile. Moi, je pense qu'il faut qu'on se mette tous autour d'une table. Et puis, bon, ça, c'est le rôle aussi du gouvernement. Donc, nous, notre rôle, c'est de soumettre des idées, mais aussi, il faut que ça puisse être coordonné à haut niveau. Et je pense que, voilà, je pense qu'on a, avant de passer la parole à Madame Louezani pour une sorte de méga conclusion, j'aimerais inviter Madame Amina Ben Brahim, qui est autour de la table, et pour donner un peu soit interagir par rapport à certaines choses qui ont été débattues, ou bien donner donc sa vision globale du phénomène. Merci, Madame Ben Brahim. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous me permettrez peut-être deux remarques préliminaires, et puis ensuite mon propos sera puisqu'on est dans le prisme de ce que je connais, de mon expertise, occupant un poste de délégué d'intégration et pilotant les services d'intégration dans le canton de Vaud. Deux remarques préliminaires qui m'ont assez intéressée, c'est de remettre aussi dans le contexte un peu cette histoire de fuite des cerveaux telle qu'on l'a débattue aujourd'hui, donc plutôt sous l'angle marocain. Mais en préparant ce débat, je suis tombée sur un petit article suisse qui faisait état d'un rapport et d'une émission qui était consacrée je cite, la véritable hémorragie de matière grise en Suisse. Et ce rapport faisait état que, toute proportion gardée, la Suisse perdait trois fois plus de chercheurs de pointe en Allemagne que l'Allemagne et la France, et que ces chercheurs suisses avaient une préférence extrêmement marquée pour la Silicon Valley, mais intéressant, ne voulaient pas revenir en Suisse. Cette fuite des cerveaux s'est ralentie, donc c'est extrêmement intéressant aussi d'aller peut-être dans les pistes, aller chercher, même si on les connaît un peu, les causes qui ont permis ou les pistes qui ont permis de ralentir cette attractivité pour d'autres prairies qui paraîtraient plus vertes. Et si on fait le grand écart, c'est aussi, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est intéressant de voir que le Maroc, du fait de son déploiement dans le continent africain, va peut-être commencer à devenir un pilleur de cerveau. Du coup, où est-ce qu'on pose le curseur entre le fait de stopper sa propre fuite de cerveau, aussi pour des raisons économiques, mais aussi éthiques, et puis aller aussi, du coup, pour compenser cette fuite, aller chercher et piller d'autres cerveaux avec les conséquences économiques et démographiques et humaines que l'on connaît. Maintenant, si on revient sur le prisme de la migration, cette fuite de cerveau, elle constitue une migration très spécifique. Puis j'avais envie de rester dans ce contexte Maroc-Suisse et d'interroger sur cette situation, de savoir si la Suisse est accueillante pour les cas de Marocains. Parce que quand on parle de fuite de cerveau, on a toujours tendance à penser que c'est une décision unilatérale. Il y a une personne qui va décider si elle part, si elle reste, mais on ne pense pas à l'autre pendant. Est-ce que la société d'accueil ou le pays qui, lui, va l'accueillir est favorisé et met en place les conditions favorables pour l'accueillir ou pas. Alors, pour la Suisse, la question, vous allez voir, la réponse va être relativement facile. C'est ce que je vais aborder dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si vous me permettez, une question aussi qui me tient à cœur, c'est les spécificités, même si on n'a pas tant que ça, de la fuite des cerveaux féminins, dont on parle relativement peu. Alors, si on revient sur la question spécifique sur le Maroc et la Suisse est-elle accueillante pour les cadres marocains? Pour ceux qui connaissent peu la Suisse a un cadre juridique extrêmement restrictif en matière d'immigration. Alors que, ça a été dit, paradoxalement, c'est un pays qui vieillit démographiquement, qui a besoin d'un renouvellement et démographique et économique, donc besoin de main-d'œuvre très qualifiée. Et puis, ces choix en termes de politique de migration, ils sont l'héritage d'une politique qu'on appelle la politique des cercles, c'est à savoir une ouverture plus grande, plutôt pour les pays voisins, donc l'Union européenne, par les accords bilatéraux, et puis tout le reste du monde devient des pays tiers. Et puis, vous l'aurez compris, le Maroc fait partie des pays tiers, ce qui explique aussi, donc avec des conditions d'accès à l'immigration beaucoup plus restrictives que pour les pays européens, ce qui explique un peu le profil de la diaspora marocaine telle qu'elle existe aujourd'hui en Suisse. Alors, c'est une migration relativement récente. Il y a 8 000 Marocains en Suisse, grosso modo 10 000 Marocains en Suisse,
avec une prédominance de la migration féminine. Pourquoi? Parce que le premier motif de migration en Suisse, c'est le regroupement familial, du fait des restrictions des autres possibilités de migration légale. Et le deuxième motif, c'est effectivement la formation, qui représente grosso modo 20% des Marocains qui entrent en Suisse. C'est un pourcentage qui est resté relativement stable ces 20 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 20% d'étudiants qui sont entrés en Suisse pour poursuivre des études, seuls 3% ont obtenu des autorisations pour prise d'emploi. Et ça, malgré les besoins de la Suisse, ça reste un taux qui varie très peu, avec une amplitude très faible, entre 3 et 5%. Donc, c'est peu. Mais pourquoi? Je vais l'expliquer pour des raisons typiquement liées aux conditions légales. En gros, si on résume les possibilités d'immigration en Suisse, elles sont très simples. Un ou une Marocaine a très peu de chances d'obtenir un visa pour activité professionnelle. Donc, directement débaucher du pays, c'est extrêmement rare, sauf si ce sont des compétences très rares, recherchées, reconnues. La Suisse va plutôt aller chercher dans les pays européens, comme je dis, ou dans les pays de l'OCDE. Donc, très peu de chances de pouvoir migrer directement ou d'être débauché directement en étant déjà formé. Pour les étudiants, c'est certainement moins facile que pour d'autres pays. Les prérequis sont importants. La Suisse a un obstacle structurel relativement ancien et qui est très dénoncé, c'est la reconnaissance des diplômes. Donc, elle reconnaît assez difficilement les diplômes d'autres pays tiers. Et souvent, les étudiants qui viennent pour étudier en Suisse doivent faire un semestre ou une année de mise à niveau. Donc, c'est déjà un obstacle. Peu de systèmes de bourse, à part les systèmes de bourse d'excellence. Il faut déjà avoir un master ou un bachelor. Pas d'aide sociale, contrairement à la France, ou très peu. Et comme vous le savez, un coût de la vie qui est extrêmement élevé. Donc, il faut quand même, en gros, avoir les moyens pour un étudiant de pouvoir venir faire sa formation en Suisse. Les permis, déjà pour avoir des permis, il faut une condition financière d'inscription, effectivement. Ces permis sont relativement précaires, ils doivent être renouvelés chaque année. Et puis, si l'étudiant change d'orientation en cours de route, il doit s'engager et signer un engagement à rentrer dans son pays. Donc, vous voyez, c'est extrêmement fermé, cadré. Puis, une fois qu'il a eu sa formation, le parcours du combattant n'est pas terminé puisque ces étudiants ressortissants de pays tiers ont 6 mois pour trouver un travail. Et s'ils ne trouvent pas un travail dans les 6 mois, mais a priori, ils doivent rentrer ou demander encore une dérogation pour rester sur le territoire. Alors, s'ils ont obtenu, et puis pour accéder à ce travail, à ce marché du travail, il faut savoir qu'il existe aussi sur le marché du travail un certain nombre d'obstacles. Ce permis qui est donné pour les étudiants d'1 an, il n'est pas très aimé des employeurs puisqu'il n'est pas synonyme de stabilité. Il faudra le renouveler chaque année. Et puis, il y a quand même, à part pour les secteurs très demandés comme l'ingénierie ou le secteur de la santé, il y a quand même un certain nombre de discriminations à l'emploi pour les étrangers en Suisse. Alors, une fois que notre étudiant a quand même eu son permis, il va lui falloir 10 ans de résidence sur le territoire suisse pour obtenir un permis de séjour stable, donc pouvoir se projeter à long terme avec ce permis. Et c'est uniquement avec ce permis-là qu'il pourra, une fois de plus, accéder à la procédure de naturalisation, qui est une des plus sévères d'Europe. Je crois que c'est la deuxième plus sévère après l'Autriche, la plus dure après l'Autriche. Et autant le système de naturalisation que le système d'immigration a connu un durcissement plutôt important ces 3 dernières années. Alors ça, c'est pour les étudiants. En ce qui concerne… Madame Ben Brahim, oui, vous m'excuserez, vous avez 3-4 minutes. Oui, alors j'arrive au bout. Parce que je voudrais donner aussi la parole à Madame Ouazzani pour une grande conclusion et aussi, surtout, les éventuelles personnes qui souhaiteraient poser des questions. Donc, je suis vraiment désolé de vous restreindre, mais… Oui, non, mais pour dire que ce n'est pas toujours le parcours, ce n'est pas toujours rose, on ne peut pas simplement décider de partir, il y a aussi la possibilité de rester. Ça, c'est pour le premier axe. Et pour le deuxième axe, pour la migration féminine, dire aussi qu'il y a des facteurs communs à la migration masculine, comme l'attractivité économique, meilleure qualité de vie, etc. Il y en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques, comme du coup,
peut-être de suivre un modèle de société ou un modèle communautaire qui est très, très pesant et de pouvoir aussi pouvoir s'épanouir dans ce cadre-là. En ce qui me concerne, comme piste, moi j'en vois une autre, je reviens sur le rôle de la diaspora. Et très souvent, dans la manière de concevoir aussi l'utilisation de la diaspora, les choses sont posées de manière parallèle. La diaspora travaille souvent avec son pays d'origine. Les pays qui travaillent sous l'angle de la coopération et du développement travaillent uniquement entre autorités étatiques. Et puis peut-être une des pistes qui se fait très très peu, qui est assez cloisonnée, c'est que le pays d'accueil implique de manière entière et complète la diaspora dans les réflexions sur la coopération et le développement. Ça vous va dans le timing? C'est parfait. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup, Madame Brahim, pour ces éclairages. Madame Ouazzani, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde? On a 2-3 questions qui ont été posées donc, préalablement à la conférence. Qu'on les pose d'abord. Voilà. Je pense que c'est mieux de répondre aux questions qui ont été posées. Et moi, je ferai la conclusion à la fin. Très bien. Alors, j'ai la première question là pour Monsieur Najib Karkouri. Bon, je vais la lire. Pour permettre aux jeunes diplômés de développer des projets de carrière, y a-t-il des programmes de formation pour qu'ils puissent renforcer leurs compétences dans le but aussi de les retenir au Maroc plutôt que d'envisager des études complémentaires à l'étranger? Donc, j'ai lu la question telle qu'elle est. Est-ce que vous voulez que… C'est clair? Oui, oui. Voilà. Bon, oui, effectivement, il y a… Une deuxième question à Najib pour vous, comme ça vous répondez globalement, si vous permettez. Des programmes de formation spécialisés sont-ils organisés par des institutions officielles et par des grandes entreprises? Voilà. C'est dans le même sens, hein. Ils ont la même réponse. De toute façon, moi je pense à titre de formation continue qui est administré au niveau des entreprises, des organismes publics et des universités et des écoles d'ingénieurs. Donc je pense qu'il y a une grande offre au niveau marocain. Déjà, au niveau de l'EHTP, on administre 20 masters, 20 programmes de formation continue de type master qui traitent divers sujets allant du numérique au BTP à l'intelligence artificielle. Donc, tout est couvert, presque tout est couvert. Donc, les jeunes cadres qui veulent renforcer leurs compétences ou suivre des disciplines autres que celles qui sont inscrites dans leur diplôme, ils peuvent le faire facilement au niveau national sans se déplacer à l'étranger. Ça, c'est le premier point hein, en ce qui concerne les programmes de formation de longue durée. En ce qui concerne les entreprises, je pense que les entreprises et les organismes publics, ils investissent pas mal de budget en termes de formation spécifique de très courte durée ou de moyenne durée, en collaboration soit avec les écoles d'ingénieurs, soit avec les universités, soit avec des prestataires de services privés spécialisés dans la formation continue. Merci, Sinajib. J'ai une question pour M. Gsous. Alors, je vais la lire. L'association de cadres marocains en Suisse a-t-elle des contacts avec d'autres associations dans d'autres pays que la Suisse en vue d'une concertation et pour des objectifs communs? Oui, et en même temps, non. Oui, dans le sens où, effectivement, il y a des programmes, notamment le ministère des MRE qui a lancé la MRE Academy, qui regroupe 5 associations, sauf erreur de ma part, au total, dont la nôtre. Donc, il y en a une aux États-Unis, une au Canada, une en Allemagne et une spécifique aux compétences médicales, en plus de la COMS. On travaille plus dans le cadre de la revue des programmes de formation professionnelle au Maroc, mais aussi sur 2-3 autres sujets complémentaires.
Autrement, l'ACOM travaille avec Maroc Entrepreneurs ponctuellement sur certains sujets qui se trouvent en France. Par contre, le nom comme réponse à la question, c'est qu'aujourd'hui, il manque une gouvernance et une fédération de ces entités. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, que ce soit à l'échelle nationale pour regrouper des associations de Marocains à l'échelle de la France, de la Suisse ou autre, à l'échelle régionale ou internationale. Et je pense que c'est quelque chose qui manque. Et il y a l'une des réponses qui est apportée par le Maroc, c'est le ministère des MRE et la 13e région de la CGEM, qui font tous les deux un travail remarquable. Mais mon avis personnel sur le sujet, pour qu'on puisse passer au cap suivant, c'est que c'est un travail de gouvernance à mettre en place par la diaspora elle-même. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Très bien, je pense que c'est clair. Bon, il y avait une question qui m'était adressée. Est-ce que les organisations professionnelles et les grandes entreprises ont développé des stratégies de recrutement de talents émigrés à l'étranger? Disposent-elles de budget à cet effet? Bon, je pense que j'ai répondu partiellement tout à l'heure à cette question, voire même totalement, en disant qu'aujourd'hui, effectivement, je prends le cas de la société Involis que je dirige. Aujourd'hui, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous avons un programme ambitieux de refonte technologique de nos produits. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons une usine de production logicielle qui vous sort des produits tels que ça se fait par ailleurs par les géants mondiaux. Donc aujourd'hui, nos produits n'ont rien à envier aux autres. Donc, il nous faut des ressources. Alors, c'est un peu difficile. Donc, on essaie de les chercher à l'étranger. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ne pouvant pas concurrencer sur des aspects purement pécuniaires, ou d'environnement général, etc., parce qu'on n'y peut rien tout seul en tant qu'entreprise, on fait de notre mieux déjà en termes de plan de carrière, mais surtout sur deux aspects. On essaie de jouer un peu sur ce lien affectif, ce patriotisme, et aussi en proposant à ces cadres de haut niveau qui sont à l'étranger des projets d'intrapreneuriat dans l'entreprise en disant, voilà, nous sommes sur une migration technologique, on va faire de l'intelligence artificielle appliquée à la data, etc., des projets qui peuvent les intéresser et nous leur proposons de venir avec des systèmes d'intéressement, parfois à la performance, et pourquoi pas, nous sommes aussi, dans le cadre d'une casquette un peu plus haute de consultant pour un fonds d'investissement, nous créons aussi des filiales dans certaines activités et on donne la possibilité à ces cadres de prendre des participations pour venir justement co-développer avec nous. Parce que sur la partie purement financière, couverture sociale, etc., on ne peut pas faire le poids. Donc, on essaie de jouer sur d'autres aspects qui sont donc le lien affectif avec le Maroc, le patriotisme et surtout des projets d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat avec nous. Voilà. C'était un peu ça ma réponse. Donc, nous n'avons plus de questions. Je ne sais pas, Madame Louazani, est-ce que vous voulez dire un mot pour la conclusion? Oui, bien sûr, mais tout a été dit et développé largement, donc je ne peux rien ajouter d'autre, sauf que c'est un débat très élargi qui a passionné beaucoup d'internautes et je remercie tous nos conférenciers et intervenants d'avoir exposé leurs avis personnels basés sur le propre vécu et sur ce problème crucial qu'engendre la fuite des cerveaux. Donc, c'est un éclairage concret qui nous ouvre les yeux sur certains points insoupçonnés. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, donc je ne peux rien dire d'autre. Par contre, j'espère qu'en traitant les questions urgentes soulevées lors de ce débat très animé, les pouvoirs publics pourront prendre en considération tout ce qui a été abordé durant ce substantiel débat. Peut-être y aura-t-il une réaction à cette question cruciale, comment retenir nos cerveaux marocains et en faire revenir au service du développement de notre pays. Voilà, ce sera ma conclusion. Je vous remercie infiniment. Merci, Madame Ouazzani. Merci les intervenants.